Mes chers camarades, bien le bonjour, j'espère que ça roule, que vous soyez ici en direct sur Twitch ou que vous nous écoutiez en rediffusion, que ce soit en podcast ou sur la chaîne Nota Bonus sur YouTube. Aujourd'hui, on va parler des défis de la cartographie, une discipline qui allait vachement bien, hein. La preuve, on en a besoin dans l'émission très régulièrement pour essayer d'éclairer un petit peu tous les propos que l'on vous déroule. Aujourd'hui, donc, on se retrouve pour cet entretien en partenariat avec l'IGN. On va parler donc d'observation de l'évolution des territoires dans le temps grâce à la cartographie et plus généralement de l'histoire de la cartographie elle-même. Alors, l'IGN, hein, le partenaire, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est l'Institut national de l'information géographique et forestière qui a pour mission d'assurer la protection, l'entretien et la diffusion de l'information géographique de référence en France. Et donc pour ce faire, eh bien l'IGN va utiliser, depuis, 1940, hein, depuis ses tout débuts, des technologies qui sont à la pointe comme, l'aviation, la photogrammétrie, le lidar, les satellites ou encore l'intelligence artificielle. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Et justement pour diffuser, encore plus ces données, eh bien l'IGN a lancé, il y a à peine un mois, une nouvelle application, mobile, Carte IGN ça s'appelle, qui a pour but d'aider ses utilisateurs à observer, à explorer, à comprendre le territoire français et ses richesses à l'heure des grands bouleversements écologiques. Mais ça aussi, on va en reparler tout à l'heure. Et donc, pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir Marie Gombert, qui est responsable de l'équipe données et produits chez IGN. Bonjour Marie, Bonjour. ça va bien? Ouais, ça va et toi? Bah ouais, carrément. Je suis très content de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui et de bosser avec l'IGN parce que vous êtes un peu des cracks quand même. On essaie. Ça fait pas mal d'années effectivement et dans le domaine de la cartographie, j'avoue qu'il y a quand même un sacré niveau, ouais. Alors, toi, comment t'as c'est quel est ton parcours pour en être arrivé à bosser justement, dans à l'IGN et sur la cartographie? Alors écoute, moi j'ai un parcours assez atypique à l'IGN, car, contrairement à 80 de mes collègues qui ont fait l'École nationale des sciences géographiques, moi j'ai suivi des études, plutôt commerciales et marketing. Tu vois? J'ai atterri, vraiment à l'IGN par hasard. C'était à l'époque où, l'IGN vendait des licences d'utilisation de ces données, avait besoin de compétences pour développer, sa relation client et j'ai été recrutée à la direction commerciale et clairement je connaissais assez peu de choses à la carte et à la géographie en général. J'ai tout appris ici avec mes collègues, la crème de la géographie, en étant en contact permanent des utilisateurs de l'information géographique et honnêtement, j'ai eu pas mal de chance, je pense, d'atterrir, directement dans le temple de la géo. Ouais comme quoi la géo, c'est hyper intéressant. D'habitude, c'est vrai qu'ici, on fait plus de l'histoire, mais l'histoire et la géo, c'est une grande histoire d'amour. Il faut pas les opposer. Ex exactement. Alors, on aura l'occasion de parler plus en détail de l'hygiène par la suite, mais c'est quel est ton rôle, là-dedans exactement? Du coup, moi, quand je suis rentrée à l'IGN, j'étais, rentrée donc comme, chargée de relations pour conseiller les utilisateurs à choisir des bases de données. J'ai fait ça sur la région Nouvelle-Aquitaine parce que, j'étais basée à la direction territoriale sud-ouest. L'IGN a des implantations un peu partout sur le territoire. Moi, j'ai commencé directement à Bordeaux et ensuite je me suis orientée vers le développement de partenariats et la production collaborative de données, toujours sur le sud-ouest. J'ai géré une équipe d'ingénieurs et de techniciens qui étaient chargés d'intégrer les données produites par des métropoles, des services de l'État, en fait, au sein des bases de données. Et là, ça fait à peu près un an que je m'occupe du département données et produits, en fait, qui est au sein des services centraux de l'IGN et à Saint-Mandé. Et je gère une équipe en fait de chargés de produits qui définissent et mettent en œuvre la politique produit de l'IGN pour que on puisse comprendre et adapter à chaque fois en fait ce qu'on fait en fonction des besoins des utilisateurs. Vous prenez les données, voilà et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il faut les valoriser. Ouais. Voilà. Alors ce que je te propose aujourd'hui, c'est de revenir un petit peu, sur 3 axes. Un peu l'histoire de la cartographie quand même, parce que, voilà, on est ici pour parler un petit peu d'histoire, même si c'est pas ta spécialité, j'imagine que tu as quand même, quelques trucs sous le coude. Ça va. Ensuite, on reviendra sur l'hygiène en particulier puisque, comme je le disais, j'exagérais pas, hein, vous êtes des cracks. Il y a une expertise, française très, très forte, sur tout ce qui est cartographie et qui nous est demandée dans le monde entier et puis on reviendra sur les défis, qui attendent un petit peu l'hygiène, aujourd'hui et toutes les technologies que vous pouvez utiliser pour réaliser, des cartographies ou mettre ces données à disposition. Alors, avant tout, on va souvent dans cette émission, on reprend les bases, tu vois? On repose les bases histoire d'être sûr qu'on parle tous de la même chose, qu'on ait bien compris le truc, voilà. Donc, est-ce que tu pourrais nous définir basiquement ce qu'est
une carte ainsi C'est qu'une vrai. Non, mais cartographie. c'est important de commencer par les bases. Du coup, on peut dire qu'une carte, c'est une représentation, en fait, de l'espace réel qui est réduite sur un plan. Elle permet évidemment de s'orienter, de se représenter aussi un terrain, mais de simplifier aussi des phénomènes complexes, comme des phénomènes politiques, économiques et sociaux. Tu en as parlé, en fait, souvent quand on explique quelque chose et si on fait une carte, un dessin, on comprend toujours mieux les choses. Et on dit souvent aussi que c'est un instrument donc de connaissance, un outil d'intervention et aussi un outil de pouvoir. Oui, un Oui. outil de pouvoir, alors, parce qu'effectivement, on a des cartes qui peuvent être, par exemple, pipotées pour faire passer des pays plus grands ou des cartes, on l'a vu avec les conflits récents où on voit certains États qui apparaissent et pas d'autres. Ah oui, voilà, tu peux vraiment, enfin, manipuler de l'information. Ce que tu veux représenter effectivement, à travers une carte, tu peux, dire des choses, complètement différentes en fonction de la façon dont tu les représentes, ouais. Et donc la cartographie, c'est, la science qui vise à produire ces cartes. Exactement. Et bon, je suis balèze, hein, vu le gars. Heu, s Sans entrer dans les détails, du coup, vu que c'est pas ta spécialité, mais, est-ce que tu pourrais nous dire à quand remontent les 1res cartes? Alors c'est difficile de dire précisément quelle est la première carte connue parce qu'on a trouvé en fait, par le passé, notamment à l'époque préhistorique, des formes qui étaient gravées, dans des grottes, sur des murs de maisons ou sur des cornes de mammouth. Mais celle qui semble faire assez consensus, c'est une carte qui est tracée sur une tablette d'argile, en 2500 ans environ avant Jésus-Christ, qui s'appelle Gassur et qui a été dénichée en Irak. Elle est conservée actuellement au musée sémitique de l'université de Harvard à Cambridge. Et cette carte, elle est importante parce qu'elle présente sans ambiguïté les caractéristiques en fait, d'une carte géographique, à savoir son orientation, des pictogrammes, des détails orographiques, des toponymes. C'est pour ça que celle-là, on peut affirmer en fait très clairement que c'est une carte et qu'elle date de 2500 ans avant Jésus-Christ. Alors, quand on parle de cartes, souvent il y a alors il y a un ou 2 noms qui peuvent nous venir, à l'esprit. On est Mercator, mais on a aussi, Cassini. Est-ce Mm. que tu pourrais nous faire un point là-dessus? Alors l'histoire de Cassini, elle a commencé au XVIIe siècle, quand Louis XIV a décidé de faire cartographier son royaume pour avoir une idée précise des distances de ses territoires et qui étaient décrites à l'époque en chevauchée, mais aussi parce qu'il avait compris, Louis XIV, qu'on ne peut pas équiper un grand pays en fait sans bien en comprendre sa configuration topographique. Louis XIV a donc confié la tâche à un célèbre ministre, Colbert, de réaliser cette première cartographie précise. Et Colbert va débaucher l'astronome du pape, qui s'appelait Giovanni Domenico Cassini, pour lancer les premiers relevés scientifiques de la cartographie de France au sein de l'Académie des sciences. Donc ensuite, il aura fallu 4 générations quand même de Cassini pour cartographier la France entière. Ça fait à peu près 50 ans. Et il faut savoir que la France, c'était le premier pays du monde à avoir été cartographié avec un niveau de détail pareil. 1 centimètre sur le papier, ça faisait 860 mètres dans la nature. Du coup, cette carte, elle a le surnom de carte générale de France. Elle est composée de 180 feuilles qui donnent une vision d'ensemble du royaume, de ses frontières de l'époque, ce qui explique en fait qu'il manque il manque des informations actuelles. Forcément, la ville de Nice, par exemple, la Savoie, la Corse n'étaient pas présentes, mais en revanche, on avait certaines villes belges ou allemandes qu'on peut retrouver dessus. Et même si la carte, elle localise pas précisément les habitations ou les limites de marais, de forêt, le niveau de représentation en fait du routier et la précision du routier est telle qu'on peut superposer en fait quand même cette carte avec la photo et ça colle encore pas trop mal. Et alors du coup, ça ressemblait à quoi concrètement? C'était, bon, des cartes qui étaient, forcément pas en couleur, en fait, à cette époque-là, qui représentaient, en fait, vraiment les routes, les réseaux. Vous a Les villes, par exemple, souvent étaient représentées, en fait, avec les églises. Vous avez un petit picto d'église, en fait, dessus et ça représentait, en fait, tous les équipements, on va dire, de base du territoire, justement, pour, pouvoir, comprendre, en tout cas, les distances entre les différentes villes et représenter, en fait, les éléments, topographiques les plus importants en fait du sol, les plus importants en fait, assez représentatifs. Alors, tu nous l'as dit, ces cartes, elles peuvent servir le pouvoir, on l'a vu, du coup, là, c'était un instrument de pouvoir et de maîtrise du territoire au service de Louis XIV. On peut se dire qu'il y a une typologie de cartes qui est, absolument, indispensable et impossible de passer à côté, c'est les cartes d'état-major, finalement, qui là aussi, servent le pouvoir puisqu'elles servent le militaire. Ouais, tout à fait. Là, justement, quand on parlait, qu'est-ce qu'il y avait dans les cartes de Cassini et surtout qu'est-ce qu'il y avait pas, il y avait un truc qui n'y était pas, qui était important, c'était le relief.
Et juste après la Révolution, l'ensemble des travaux de Cassini a été réquisitionnés par le dépôt de la guerre. Ces cartes, elles étaient très utiles, mais du coup, comme je vous ai dit, il a fallu 50 ans en fait quand même pour les constituer. Et donc du coup, forcément, on ne faisait pas une mise à jour assez facilement. Le réseau routier, les villes, les villages avaient progressé et aussi la déforestation qui, à cette époque-là, a atteint en fait son niveau le plus bas historiquement. Et comme je te disais, en fait, il y avait certains éléments qui manquaient, en fait, comme le relief. Et en gros, Napoléon, pour pouvoir faire la guerre, c'était compliqué, en fait, sans cette information-là. Et donc, du coup, c'est lui qui a décidé de faire établir une nouvelle génération de cartes qu'on appelle les cartes d'état-major. Et le terme état-major était utilisé en référence aux officiers d'état-major qui ont réalisé les levées. Et la figuration du relief sur ces cartes, elle se fait sous forme de hachures. Et elle introduit une rupture vraiment avec la cartographie de Cassini, parce que ces hachures, elles sont tracées dans le sens de la pente et ça renforce le rendu visuel d'une meilleure appréhension des formes. On voit vraiment, en fait, en fonction de si elles sont plus rapprochées ou plus éloignées, on sait que la pente, en fait, est plus importante à certains endroits que d'autres. On nous demande si les cartes de Cassini, c'est celles qu'on peut, consulter sur Géoportail. Exactement, elles sont visibles, ouais. Vous avez, si, vous voulez bien les voir et tout ça sur, il y a un site qui s'appelle Remonter le temps, qui a édité l'IGN. Et dessus effectivement vous avez, toutes, ces cartes-là, les cartes d'état-major aussi. Vous pouvez les consulter et évidemment on les retrouve aussi dans l'application. Ouais, je vous conseille hésitez pas d'ailleurs à vous mettre, si vous êtes sur un PC et que vous nous écoutez pas, je sais pas, au volant d'un camion ou voilà, profitez-en, allez sur le site, puis vous nous écoutez en chillant tranquille sur le site, vous allez voir, c'est attention quand même, attention, Oui. voilà, parce que ça peut être très chronophage, quand on met le doigt dedans, ça peut prendre du temps, voilà, parce que on tombe vite sur des infos intéressantes et on se perd, avec bonheur dans ces cartes. Hem, Quand on a, préparé cet entretien, tu as évoqué la carte au 1/50 millième. Qu'est-ce que c'est? Ouais, la carte au 1/50 millième, donc ça veut dire que 1 centimètre sur la carte représente 500 mètres sur le terrain. Et ces cartes-là, elles sont importantes, du moins pour l'hygiène, et aussi, elles ont représenté une nouvelle génération de cartes qui était absolument cruciale, parce qu'avec l'évolution des techniques et le contexte géopolitique qui s'est complexifié à la fin du XXe siècle, le service géographique des armées, dont l'hygiène en fait est l'héritier, a commencé justement l'élaboration de cette nouvelle génération de cartes, sur laquelle notamment apparaît un quadrillage kilométrique qui est assez pratique en fait sur le terrain pour se repérer. Et ce qui est important, c'est qu'on a changé d'échelle à partir de cette cartographie-là. On est passé du 80 millième à peu près au 50 millième. Et c'est sur la base de cette carte-là que sera créée la carte au 25 millième, qui est encore le fleuron à l'heure actuelle en fait, de la carte IGN. Et donc, c'est pour ça que cette nouvelle génération de cartes me semble importante et c'est important d'en parler. Et alors comment, concrètement, on faisait à l'époque, comment est-ce qu'on réalisait une carte? Une carte de Cassini ou d'état-major ou 50 millième et d'ailleurs, est-ce qu'on les fait de la même manière? Est-ce qu'il y a des différences, Ouais, bah, donc il y a une chose en fait qui est commune, c'est que contrairement au livre, la réda dont tu quand tu rédiges un livre, en fait, au final, c'est le travail d'un seul auteur. Les cartes, elles sont réalisées à partir de travaux, en fait, de nombreux contributeurs. Lorsqu'un nom est indiqué sur une carte, en fait, le cartographe qui en est l'auteur est plus souvent celui qui a compilé les informations, en fait, pour pouvoir le faire. Donc Cassini n'a pas fait sa carte tout seul. Au moins depuis le XVIIIe siècle, chaque carte résulte d'une intégration d'informations en fait qui sont de diverses natures. Elles sont produites en 4 étapes en fait principales qui mettent en œuvre successivement des savoir-faire en fait et des disciplines qui sont différentes. Et du coup, ces quatre savoir-faire, c'est la géodésie, le nivellement, la topographie et enfin la rédaction cartographique. OK, tu peux nous détailler un peu tout ça parce que, par exemple, la géodésie, moi, je ne sais pas ce que c'est. OK. Du coup, la géodésie, c'est la science qui étudie la forme et les dimensions de la Terre. Son objectif, c'est de produire des systèmes de référence terrestres qui sont accessibles, en fait, à tous et qui permettent de se positionner, en fait, à la surface de la Terre. C'est un préalable vraiment pour pouvoir dessiner des cartes qui ont des dimensions, en fait, qui sont à peu près correctes. C'est à partir du 5e siècle, à peu près avant notre ère, que les Grecs, et notamment, les travaux d'Aristote ont montré que la Terre est ronde. En vrai, elle a plus une forme de patate qui est un peu aplatie, en fait, sur l'épaule. Mais bon, on dira qu'elle est ronde et surtout pas plate, même si, je sa je salue bien évidemment, nos amis platistes.
Depuis l'Antiquité grecque, en fait, les cartographes doivent réaliser une opération qui est compliquée, c'est celle de représenter en fait une surface sphérique sur un support en fait qui est plat comme le papier. Sur ce point, Ptolémée au second siècle avait en partie résolu la question, mais ce sont vraiment, tu en as parlé en fait au début, c'est les travaux de Mercator au XVIe siècle qui ont permis en fait de craquer le problème en définissant un mode de projection en fait pour représenter le monde en fait qu'on utilise toujours. Cette projection, elle est utilisée encore par les géants du web pour représenter le monde. Aujourd'hui, des projections, il en existe plein qui permettent de représenter différentes réalités de la Terre. En France, on utilise beaucoup le Lambert 93, par exemple. Enfin, voilà. Et ensuite, la demande, il y a eu une demande toujours plus importante en fait de précision qui a donné naissance à ce qu'on appelle le canevas géodésique. Le canevas, c'est une sorte d'armature de points de repère qui sont organisés de manière à rendre compte du côté vraiment sphérique en fait de la Terre. Les géodésiens, pour le produire, ils ont réalisé des mesures astronomiques de coordonnées, une triangulation de l'ensemble du territoire national pour savoir gérer tous les points, savoir où est-ce qu'ils se positionnaient, en donner en fait des coordonnées. Et ces mesures, en fait, elles apparaissent pas directement sur la version finale de la carte, mais c'est ce qu'on appelle en fait les coordonnées géographiques. C'est ce qui nous permet en fait d'obtenir ces informations-là. Les géodésiens, en fait, il faut savoir, ils sont rarement cités comme les auteurs de la carte, alors que leur contribution, elle est vraiment fondamentale. Si on n'avait pas la géodésie, en fait, en vrai, on n'aurait pas pu faire les cartes telles qu'on les fait à l'heure actuelle. La géodésie, en fait, elle n'est pas constituée ou construite en fait pour une carte. Elle est commune à l'ensemble de la production cartographique, quelle que soit son échelle de réduction ou quels que soient ses objectifs finaux. Donc ça, c'est pour la géodésie, donc ça s'intéresse aux points qui sont au sol. Et ensuite, j'ai parlé de nivellement. Les travaux de géodésie, enfin les travaux de nivellement, souvent ça va ensemble. En fait, maintenant on appelle, nous on a un service qui s'appelle le service de géodésie et de nivellement. En fait, le nivellement, ça s'intéresse à la troisième dimension de ce point. En fait, c'est l'altitude. Du coup, c'est les ingénieurs géographes qui étaient chargés de la préparation géodésique de la carte d'état-major qui ont constitué en fait les premières opérations de nivellement de la France en 1817. Là, ils vont mesurer, l'altitude à chaque fois, quoi. Ouais, exactement. Ils se mettent en fait à faire des visées pour pouvoir en fait sur les montagnes. Donc à ce moment-là, en fait, ils ont fait pas mal d'escalades, de rando pour pouvoir aller sur des points en hauteur et pour pouvoir viser en fait justement ces différents points et pour pouvoir représenter justement après sous forme de hachure sur la carte d'état-major ces éléments-là. Donc quand on a un canevas géodésique et ensuite on a un nivellement qui est établi, l'étape suivante, elle est confiée en fait aux topographes. Et eux, ils ont des instruments qui sont un petit peu plus légers en fait que les deux premiers. Ils ont un dessin qui représente en fait les différents points de repère qui ont été établis avant. Ensuite, sur cette base, ils ont pour mission de compléter ce dessin. Et ils y indiquent les tracés de l'hydrographie, les voies de communication, le modelé du terrain, les limites qui ont été créées par les humains aussi, en fait, les limites de villages, de villes, et la toponymie en fait des lieux, tout ce qui était lieu-dit et tout ce qu'on pouvait retrouver en fait en matière de noms à faire figurer sur la carte. Et ils sont chargés aussi, eux, à leur niveau, de délimiter tout ce qui est masse d'occupation du sol, comme les bois, les forêts, les marais, les vignobles. Et une fois qu'on a tout ça, la dernière étape, c'est la rédaction cartographique. C'est ce qui donne en fait la carte en elle-même. C'est sur cette base en fait que les cartographes dessinent. Et en général, ils prennent ce qui existe, ils complètent les informations en fait au moment où ils la réalisent par des informations supplémentaires qu'ils peuvent trouver à un instant T, parce que toute cette information-là, elle avait été collectée il y a des années auparavant, et donc du coup, c'était intéressant. Et même encore aujourd'hui, hein, quand on leur met à disposition en fait via les bases de données, ils cherchent toujours en fait des informations récentes au moment où ils font la carte pour rajouter des éléments à l'intérieur. Pour faire une carte à l'époque, on exploitait ce qui existe et ensuite on complétait. Les cartes donc, qui ont fait l'objet de relevés qui sont vraiment nouveaux, il n'y en a pas tant que ça. En France, entre le milieu du 18e et du 20e siècle, du 21e siècle, on compte 4 grands types de matrices cartographiques. Celle dont je vous ai parlé finalement, Cassini, état-major, la carte aux 50 000. Et depuis 2010, on a une base de données aussi qui s'appelle la BD Topo, qui est la source en fait de la cartographie qu'on réalise à l'heure actuelle à l'IGN. Alors, on a une question dans le chat qui nous dit: «Mais du coup, si avant c'était des hachures, quand est-ce que sont apparues les lignes de niveau sur les cartes?» Je crois que c'est à partir du 50 000. Parce qu'avant, justement, quand on faisait beaucoup de dessins, de trucs comme ça, et après,
Faudrait que ça je vérifie quand même, mais il me semble que c'est à partir, ouais, à partir de ces eaux-là. Alors, on va laisser, les cartes un petit peu de côté, ou pas, parce qu'on est quand même vachement raccord. Mais on va, transitionner, vers, l'IGN pour comprendre un petit peu, la naissance de cet organisme. Est-ce que tu pourrais nous présenter, déjà l'IGN? Alors l'IGN, c'est un établissement public, qui a caractère administratif, qui est placé sous une double tutelle, celle du ministère de l'Environnement et celle du ministère de l'Agriculture et des Forêts. Donc c'est public. Ah ouais, c'est public, complètement public. C'est issu de la fusion, en fait, en 2012 de 2 établissements, l'Institut géographique national et l'Inventaire forestier national, du coup, ça a donné naissance à l'Institut national de l'information géographique et forestière, son vrai nom. Et du coup, notre mission, c'est de croiser, de traiter, tu l'as dit en introduction, hein, et de diffuser, des données géographiques accessibles à tous. Et notre raison d'être, depuis à peu près 80 ans, c'est de représenter la France, dans ses moindres détails, de décrire les villes, les forêts, les paysages et surtout, d'en observer, l'évolution. Mais vous avez d'autres, missions, non, aussi? En termes de carto, peut-être qu'on y reviendra après? Ouais, mais c'est sur, on a tout une mission aussi qui est importante, je sais pas si c'est à ça que tu penses, en fait, mais c'est vraiment de conserver justement, tout le patrimoine, cartographique et photographique, du territoire. Et c'est une mission aussi, on a une mission patrimoniale, en fait, qui est décrite, par décret, effectivement, et qui, implique qu'on mette en œuvre les conditions pour pouvoir conserver justement tout ça, ouais. Et alors, tu nous disais tout à l'heure que l'IGN, c'est, l'héritier d'une autre institution. Est-ce qu'on peut revenir peut-être sur l'histoire de l'IGN, ses origines? Ouais, donc l'IGN, je te disais, ça existe depuis 2012. Ça a succédé donc à l'Institut géographique national, dont il a gardé l'acronyme, puisqu'on édite quand même beaucoup de cartes. On a une valeur de marque qui était importante, c'était compliqué en fait pour nous de changer. Donc, on a conservé l'acronyme. Et donc cet établissement-là, c'était l'héritier en fait aussi du service géographique des armées et avant ça du dépôt de la guerre. Et du coup, l'IGN en fait est devenu un organisme civil en 1940. C'était à l'époque en fait de la guerre, justement pour éviter que nos avions, les cartes, le matériel des levées tombent dans les mains en fait des nazis. Et donc du coup, c'est à ce moment-là en fait que l'IGN s'est dissocié un petit peu de l'histoire de l'armée, mais on reste quand même très très lié aux militaires, hein. Il faut savoir que à l'heure actuelle, encore aujourd'hui, un des principaux commanditaires de nos travaux, c'est l'armée, c'est la défense nationale, pour lequel en fait on réalise tout un tas de bases de données en fait sur les théâtres d'opération en fait à l'étranger. On leur met à disposition effectivement les bases de données pour qu'ils puissent agir. Et ça, c'est des alors, et comment elles sont, opérées ces cartes? C'est des données qui sont récoltées, depuis les pays parce qu'on a déjà les infos ou, Ah non, non, on produit tout à partir d'imagerie satellitaire. Et on récupère en fait, justement, on fait des acquisitions, on a des programmes d'acquisition, d'images satellitaires et à partir de ces images, on arrive à restituer, la topographie des lieux. et est-ce que la cartographie peut, poser des problèmes ou, provoquer des tensions, géopolitiques? Ah bah, oui, oui. Oui, oui, effectivement, nous, disons que l'armée, en tout cas en France, c'est important d'avoir une information qui soit, je dirais pas neutre, mais en tout cas, en fait, que, l'État français maîtrise. Et c'est pour ça, en fait, qu'ils ont besoin, en fait, d'avoir leurs propres informations parce que finalement, si on prenait, en fait, de la donnée qui est produite par d'autres, on hérite aussi des biais d'information ou en tout cas de ce qu'on veut, nous faire voir. Et donc le fait de repartir, en fait, d'une image brute, produire, en fait, de l'information qui est nécessaire, en fait, pour agir sur d'autres territoires, c'est aussi un moyen, pour nous de maîtriser l'information. Et du coup, oui, oui, c'est déjà arrivé, en fait, qu'il y ait de la manipulation d'informations sur hem, des limites. Là, récemment, j'ai lu un article, sur, une cartographie d'un géant du web, en fait, qui était représenté en Chine, où on voit, en fait, que la cartographie qui est proposée, en fait, elle colle pas du tout, en fait, avec le fond. Il y a enfin, avec la photo, pardon, excusez-moi. Il y a des rues, en fait, qui passent au milieu des fleuves. Il y a on voit des représentations, en fait, de villes qui n'ont rien à voir, en fait, par rapport à la photo aérienne. Et donc c'est à travers ça, en fait, qu'on voit qu'effectivement, la base de données, on peut lui faire, dire, ce qu'on veut, quoi. Faire représenter ce qu'on veut. La photo, au moins, elle ment pas, quoi. Ouais.
On nous demande si les cadastres sont gérés par l'IGN. Non, c'est géré en fait par, le service du cadastre et donc du coup la direction générale des finances publiques. On travaille effectivement, énormément avec eux. Notamment, on a un programme qui s'appelle la représentation, parcellaire cadastrale unique, qui consiste à mettre en conformité, en fait, les limites cadastrales avec le terrain. Parce que si on superpose une photo avec le plan cadastral numérisé, vous allez voir, en fait, qu'il y a certains éléments, en fait, qui concordent pas énormément. Donc voilà, on a des collaborations comme ça, mais c'est bien géré par le cadastre. Alors tout à l'heure, on parlait de Cassini et on a parlé de relevé, de nivellement, de géodésie, tout ça. Concrètement, il fallait envoyer, tout un tas de petits bonhommes à travers le territoire qui allaient, avec leurs petits pieds, et leurs chevaux, se bouger, comme tu le disais, sur différents points pour aller faire des relevés. C'est un travail, monstrueux. Ah bah, oui, 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 là quand je t'expliquais en fait que pour faire la carte de Cassini, la carte d'état-major, on est sur des patins en fait qui sont immenses. Ça a duré, enfin Cassini ça a duré 50 ans, enfin la carte d'état-major ça a duré encore un petit peu plus longtemps donc oui, oui, forcément pour, représenter tout ça, il fallait un temps pas possible et c'est vraiment, le développement de l'aéronautique et le fait en fait de pouvoir avoir des images, qui, nous a permis, de pouvoir, améliorer en fait ces temps de production et à chaque fois en fait, de toute façon, tous les enjeux en matière de cartographie, au fil du temps et les améliorations technologiques, ça a été de trouver un moyen de pouvoir produire plus vite et toujours plus rapidement en fait les données, qu'on obtenait. Et là, il y a vraiment eu un alors, quand tu dis développement de l'aéronautique, c'est-à-dire qu'il y a eu un bond de la cartographie, dès la fin de la Première Guerre mondiale ou, on Ouais, 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 en fonction des périodes, et enfin, comme on disait, les moyens, les instruments, en fait, pour pouvoir réaliser des cartes, c'était quand même assez rudimentaire et c'est à partir à peu près du milieu des années 30, que ces méthodes, elles sont supplantées, mais en quelques années, hein, seulement, par l'exploitation des photographies aériennes et la photo, à l'époque, elle était utilisée comme document complémentaire et qui facilitait les relevés terrain et à partir des années 30, les cartes, elles ont commencé à être tracées en fait en atelier par des gens qu'on appelle des photorestituteurs et qui, comme leur nom l'indique, restituaient ce qu'ils voyaient sur la photo. Ensuite, les travaux, ils ont été confiés aux topographes qui étaient chargés de vérifier sur le terrain les zones qui avaient échappé à la photographie, tout ce qui était sous nuage, par exemple. On ne le voyait pas, donc on n'avait pas le choix que d'aller sur le terrain. Et du coup, juste après la Seconde Guerre mondiale, au moment où il fallait recartographier, parce que du coup, il y avait eu tellement de destruction en fait, de choses qui avaient évolué, que du coup, l'hygiène a été chargée en fait, d'établir la nouvelle carte de France, d'Afrique du Nord et des territoires d'outre-mer. Et ça représentait à peu près 12 millions de kilomètres carrés à cartographier, donc à photographier aussi. Et enfin, juste pour se rendre compte, ça faisait à peu près 8% des terres émergées du globe. Quoi. Et on n'aurait jamais pu faire ça en fait, dans des délais acceptables vraiment sans la photo. Quoi. Ouais, c'est énorme, c'est énorme. Mais d'ailleurs, c'est ce qui est rigolo, c'est que, tu évoques la Seconde Guerre mondiale et je me dis que en fait, la carte, c'est un personnage à part entière des films de guerre, en fait. Parce que tu toujours une carte, dans les films de guerre. Ouais. Tu sais, quand les gens ils veulent faire la guerre, là, ils déplient toujours en fait leurs cartes comme ça, ils regardent, voilà, où est-ce qu'on peut aller. Et dans plein de films, dans plein de choses, en fait, à chaque fois, quand on veut montrer le pouvoir, en fait, quand on veut montrer un peu la domination, il y a toujours une carte quelque part. Alors, l'IGN a quand même joué un grand rôle dans la préservation du patrimoine, notamment grâce à une techno, la photogrammétrie, c'est quoi? Alors, la photogrammétrie, c'est une technique de mesure qui consiste à déterminer les dimensions d'un objet dans l'espace à partir de plusieurs prises de vue aériennes. Et plusieurs vues, enfin, à la base, c'est plusieurs vues photographiques de cet objet. Donc, c'est vrai que je pense à photographie aérienne parce que c'est comme ça en fait qu'on l'utilise beaucoup. Mais en soi, elle a été développée en fait dans la foulée de l'invention de la photographie. Et en gros, il s'agit de prendre une photo d'un même objet simultanément en fait de deux endroits différents. Et l'exploitation en fait de ces couples de photos qu'on appelle stéréoscopiques, ça permet tout simplement de restituer géométriquement des objets en trois dimensions, à la manière en fait dont le fait l'œil, la vision humaine. Et du coup, voir justement ça et restituer ces informations-là, c'est pas forcément donné à tout le monde parce que l'hygiène, on dit tout le temps, faut savoir voir en 3D. Moi, clairement, j'ai essayé une fois, en fait, justement, avec ces clichés, on a un appareil qui permet de saisir, en fait. J'ai essayé de saisir une route et à chaque fois, en fait, elle était dans le sous-sol. J'y arrive pas du tout. Mais voilà, il y a un vrai savoir-faire de pouvoir, après, pouvoir restituer ces informations en trois dimensions. Mais
Ça sert à ça, ouais. Donc c'est l'ancêtre de la 3D un peu? Oui, oui, complètement, complètement. Ça permet effectivement de représenter en 3D, ouais. Peut-être que tu peux nous, pour que ça soit plus concret pour les gens qui nous écoutent, nous donner quelques exemples justement de sites, patrimoniaux où l'hygiène est intervenue? Ouais, mais au début des années 60, l'UNESCO a lancé en Égypte un vaste, chantier pour sauver le temple d'Abou Simbel, en fait, qui était menacé par la montée des eaux du lac Nasser, à la suite, de la construction du barrage d'Assouan. L'IGN était alors reconnu pour son expertise en matière, de photogrammétrie et c'est pour ça qu'il a été mandaté, pour réaliser, l'ensemble des relevés photogrammétriques du temple de Ramsès II avant son déplacement. Donc ces relevés, ils ont permis de restituer précisément les temples, leurs dimensions, leurs formes, leur situation en fait dans l'espace et du coup comme ça, quand ils ont été démontés, leur reconstruction en fait plus haut sur la colline a été possible en fait et justement grâce à toute, la photogrammétrie qui avait été faite préalablement par l'IGN. Donc on n'est pas qu'en France du coup? Non, non, on n'est pas qu'en France, ouais. Du coup, c'est quand je disais en fait au début de l'émission que vous étiez des cracks, c'est dans le sens où il y a une telle expertise, finalement, française. Désolé, hein, les gars, je suis en mode cocorico, mais bon, il faut être content parce qu'on a que les je veux dire à l'étranger, on vient nous chercher pour ces compétences-là, quoi. Ah oui, oui, complètement, oui, complètement et encore aujourd'hui, hein, enfin, on vient encore nous chercher sur tout un tas de pour réaliser des cartographies aussi à l'étranger, des choses comme ça nous arrive encore. Et là, sur les exemples de sites dont je t'ai parlé, on a, Pétra, par exemple, en Jordanie, l'acropole d'Athènes, on a fait des relevés photogrammétriques, et il y en a un aussi que, enfin, parce qu'à un moment donné, tout le monde finit par aller quand même jeter un coup d'œil, en fait, aux grottes de Lascaux et Lascaux 2, en fait, ça a été, créé grâce à la stéroscopie, en fait, qui a été faite de la forme de la grotte, qui a permis, en fait, d'être reproduite, justement, de produire l'ASCO2 et donc du coup, c'est vraiment dans ces, les agents d'hygiène qui l'ont fait et c'est à chaque fois justement, en fait, quand je vois, tout ce qu'ils ont pu aller faire et le fait d'avoir été, faire ces levées, en fait, directement dans la grotte, c'est quand même une chance inouïe, en fait, pour eux d'avoir accédé, en fait, à un patrimoine, tel, dans des conditions qui étaient absolument uniques. En fait, plus personne, ne va, en fait, dans cette grotte, enfin la grotte originelle. Donc ouais, ouais, ce savoir-faire aussi, ça leur a permis, de faire des choses qui étaient assez cool. Mais donc là, on a des compétences qui sont à la fois, qui relèvent de la cartographie, mais pas que du coup, en fait? Bah, non, non, tout ce qui est, on est à la pointe, hein, en matière de géodésie et tout ça, ce dont je parlais tout à l'heure et tout ce qui est, certaines techniques, en fait, comme la photogrammétrie et donc la cartographie, effectivement, on a un savoir-faire, en fait, qui est très long, très ancien et qui, a su évoluer aussi au fil du temps. On essaie de s'adapter à chaque fois aux nouvelles techniques pour avoir toujours, en fait, plus de précision, plus de méthode et donc vraiment ce savoir-faire, on a réussi, à l'entretenir au fil des années et à garder un domaine et un niveau d'excellence aussi, qui est effectivement, partagé vraiment dans le monde entier, ouais. Ouais, on va en reparler de façon un petit peu on va rentrer dans le vif de ce qu'est l'hygiène aujourd'hui et de ce que ça permet aussi. Mais avant ça, on a une petite question dans le chat qui dit, alors OK, on a bien compris qu'à partir du développement de l'aviation, on a pu, faire évoluer les choses, mais est-ce qu'avant, les ingénieurs utilisaient par exemple, les ballons, pour, faire leurs cartes? Écoute, je voudrais pas dire de bêtises, c'est possible, c'est probablement, c'est sûrement possible, mais je sais pas exactement. Que je vais pas, je demanderai à la limite si on peut répondre à la question après. J'ai un crack, aussi au niveau de la cartographie qui va peut-être, me dire que oui, c'était complètement possible. Mais, là dans tout ce que je connais, j'ai pas vu forcément de détails là-dessus, mais, je suppose oui, quand même. Alors, tout à l'heure, tu nous parlais des cartes au 1/50 millième. Il y a eu une autre, bascule dans l'histoire de la cartographie, c'est celle de l'utilisation de la base, de données. Donc là, Ouais. tu bosses un peu dessus. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est un peu, encore une fois, pour qu'on redéfinisse les termes et qu'on parle tous de la même chose? C'est quoi une base de données? Donc depuis, ça fait à peu près 15 ans en fait, que les cartes sont produites sur des supports numériques. Leur version native n'est donc plus un dessin, mais une base de données. Donc une base de données, c'est un ensemble d'informations qui est organisé de manière à être, facilement accessible, gérée, et mise à jour et les bases de données géographiques, elles stockent en plus précisément en fait de la géométrie, un système de référence spatiale et des attributs et des règles de comportement en fait pour, ces données-là précisément.
Ça a vraiment, contribué effectivement à rendre la cartographie qui était beaucoup plus accessible, et pas seulement qu'aux seuls cartographes. Maintenant, ça veut dire que grâce à ces bases de données, en fait, beaucoup plus de monde, finalement, peut faire des cartes. Écoute, alors je crois que tu es trop efficace parce que là, on commence à avoir des questions très précises dans le chat, genre: «Est-ce que tu pourrais nous expliquer l'histoire des coordonnées Lambert?» par exemple. Ouh là là, oui, là, si on va commencer à partir. Alors François, ouais, bon, je pense qu'on va peut-être passer sur la question, désolé, mais c'est peut-être un peu précis. Et donc, ouais, ces bases de données, on l'utilise depuis une quinzaine d'années seulement donc? Ouais, ouais, une quinzaine d'années. C'est assez récent. En cartographie, hein, j'entends bien, parce que la cartographie, et même encore à l'heure actuelle, il y a quand même, une carte, c'est quand même aussi une œuvre artistique. Il y a des choses qu'on représente effectivement. La topographie, en fait, se prête bien, en fait, à la base de données. La cartographie, en fait, c'est quand même quelque chose, qui a je le redis, mais un niveau artistique, en fait, qui est assez important. Et donc du coup, c'est pas forcément, si facile que ça, en fait, à tout représenter, sous forme, de base de données, ou en tout cas à partir d'une base de données, ouais. Ouais, parce que bon, compiler les données, c'est une chose, les mettre en forme, c'en est une autre. Parce que, enfin, on le voit, moi, sur l'émission Nota Bene, on utilise des cartes, des fois, on a l'information, mais les cartes sont moches, ou alors c'est pas lisible, ou il y a trop d'infos sur la carte, enfin, c'est compliqué. Ouais, 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 le si on regarde des choses qui sont assez représentatives, en fait, c'est tout ce qui est relief, rochers, toutes les zones, en fait, d'éboulis ou des choses comme ça. C'était, dessiné, en fait, à la main à l'époque, et on voit que la représentation, en fait, manuelle, elle est quand même beaucoup plus, jolie, esthétique, en fait, qu'une représentation qu'on peut faire sur ordinateur. Encore à l'heure actuelle, on a mis à jour, il n'y a pas si longtemps, la carte du Mont Blanc, et on a scanné, en fait, justement, on a conservé, ce dessin-là, pour le représenter, en fait, tel qu'il était à l'époque, parce que c'est quand même plus esthétique, et donc on fait, pas mal de montages, en fait, comme ça, pour représenter, ces éléments-là. Mais aujourd'hui, il y a quand même toujours des cartes qui sont faits à la main ou, c'est que, entre guillemets, «de l'ordinateur»? Non, c'est que de l'ordinateur. Alors après, avec l'ordinateur, maintenant, on arrive à en faire quand même beaucoup de choses, mais bon, si on veut faire une cartographie, on peut en faire une effectivement, vraiment manuellement, quoique c'est un savoir-faire quand même qui a tendance à disparaître. Mais moi, j'ai des collègues cartographes, en fait, effectivement, qui à la base étaient des dessinatrices, qui sont tout à fait en capacité de le faire. Mais c'est juste enfin, elles se font plaisir, ou si on veut faire une jolie carte ou un truc comme ça. Après, je dirais, dans la prod à l'heure actuelle, non, c'est surtout réalisé, par ordinateur, et les progrès techniques ont vraiment, contribué à faciliter, hein, le travail, des cartographes. C'est, déjà à partir des années 40, en fait, tu avais différents supports qui étaient utilisés, pour réaliser, les cartes. Avant, on avait des plaques de cuivre. Après, on a utilisé des plaques en verre. Ça a été remplacé, en fait, par des plaques en plastique qui étaient plus faciles à manipuler, en fait, et moins fragiles. Et ensuite, il y a eu les ordinateurs. C'est d'abord le service de la géodésie, en fait, qui a utilisé les ordinateurs, en fait, pour faire des calculs, parce que les calculs, en fait, qu'ils font, ils sont quand même assez importants. Et donc du coup, ils ont, calculé, toujours plus vite, tout ce qui était lié à la géodésie. Et ensuite, c'est en 2003 à peu près, en fait, que les rédacteurs de l'IGN, ils ont arrêté de dessiner à la main, et ils sont passés, sur des outils numériques. Depuis, le processus, il n'arrête pas d'évoluer. On en a un là, à l'heure actuelle aussi, qui doit être déployé, dans, bah, normalement, 2 mois, 2-3 mois, et qui va nous permettre, en fait, qui revoit, en fait, complètement la façon dont on produit les cartes, et notamment l'habillage de ces cartes. À partir de la base de données, on espère, en fait, produire de façon plus rapide, un peu plus automatisée, en fait, tout ce qui est information sur le bâti, sur la végétation, mais il y a certains éléments, c'est plutôt les éléments d'habillage. Après, tout ce qui est représentation des routes, généralisation de l'information, le fait de positionner correctement les choses entre elles, pour en faciliter la lecture. Ça, c'est toujours des choses, en fait, qui sont faites à la main. Alors même si c'est fait par ordinateur, il y a une intervention, en fait, de repositionnement, de représentation. On bouge les toponymes pour faciliter la lecture, en fait, de la carte. Et ça, finalement, c'est comme à l'époque, des ancêtres de la cartographie. En fait, ça, c'est de la lecture cartographique, et voilà, c'est important. Il faut savoir que en tout cas, nous, nos enjeux, d'un point de vue technique,
depuis 10 ans là, c'est toujours de réduire et de faire en sorte en fait qu'on arrive à mettre à jour plus rapidement et de façon plus efficace en fait les cartographies. Oui, mais dans tous les cas, de toute façon, tu as l'intervention d'un humain parce qu'au final, celui qui lit la carte, c'est un humain et il doit, tout piger, du premier Ben coup, voilà, quoi. c'est ça, c'est, la lisibilité de l'information cartographique, c'est, le rôle du cartographe. Du coup, effectivement, c'est une discipline qui est importante, exigeante et c'est ça en ça que ça se différencie aussi, des cartes numériques. Bah, tu parlais justement du fait de produire, plus vite. Alors, venons-en à cette question que moi j'aime pas qu'on me pose quand on me dit: «Combien de temps ça prend un épisode de Nota Bene?» Je sais jamais répondre parce qu'en fait, chaque projet est différent. Mais alors combien de temps, il faut pour, fabriquer une carte? Bah, ouais, je vais te répondre la même chose, ça dépend de la carte. Non, il y a des cartes qui sont qui peuvent être très rapides à réaliser en fonction de si on a déjà un fond, par exemple, et qu'on veut juste rajouter, des informations dessus. Des informations touristiques, par exemple, des choses comme ça. Maintenant qu'on a des bases de données, en fait, on reprend et on adapte. Hem, Là, par exemple, on est en train de, on a fait, toute la mise à jour, en fait, des, top 100, des cartes au 100 millième. Entre le moment où on a commencé, ouais, ça prend 18 mois. Mais, il y a certaines cartes, par exemple les cartes aux 25 000 qui elles, sont beaucoup plus longues à mettre à jour et encore quand je dis beaucoup plus longues à mettre à jour, ça dépend où. Sur les zones en fait qui sont très touristiques, où il y a beaucoup, d'évolutions en fait et de choses, on le voit, hein, par rapport, à ce qu'il y a sur le terrain, bah, ça entre le temps de collecter l'information, le temps d'intégrer l'information, le temps de vérifier, le temps de cartographier et que ça sorte, c'est pour ça on dit qu'on a une ancienneté moyenne en fait sur, les cartes aux 25 000 de l'ordre de 7 ans. Mais dans certains endroits, ça peut être un petit peu plus. Donc notre enjeu, justement, c'est de toujours trouver des moyens, en fait, pour réduire encore plus ce délai-là, quoi. Et encore, c'est super court parce que je le disais tout à l'heure, enfin, je veux dire les projets de cartographie il y a encore, 200-300 ans, c'était, 50 piges qu'il fallait attendre, quoi. Ah bah, Donc, oui, oui. Donc oui, oui, effectivement, on s'est amélioré et encore, comme on dit souvent, en fait, une carte, quand elle sort, elle de toute façon, elle est périmée. j'allais te poser la question justement, combien de temps faut attendre? Donc dès qu'elle sort, c'est voilà. Bah, oui, de toute façon, quand elle sort, en fait, en soi, elle est périmée. Donc du coup, le par définition, le modèle de la carte idéale qui est convoité par les cartographes, c'est la publication en instant T, de l'enregistrement, d'un espace particulier au même instant et c'est des exigences, en fait, elles sont, impossibles à satisfaire. La carte, elle a depuis toujours, en fait, elle entretient une relation qui est très conflictuelle avec le temps et les, tout ce qu'on essaie de faire, c'est de réduire les effets du temps, en fait, notamment l'ancienneté, des informations qui figurent sur la carte. Et donc là, maintenant, justement, avec le développement de tout ce qui est cartographie numérique, le fait qu'on ne les sorte pas sur le même support, ça nous permet en fait de les avoir plus rapidement. Mais une carte qui sort sur un support papier, après, derrière, bon, ben voilà, il y a toujours l'édition, l'impression, après la mise en rayon, ce genre de choses. Donc, on se prend toujours en fait des délais pas possibles en fait dans la vue et donc ça, c'est incompressible. Oui, alors, il doit y avoir un côté, ultra frustrant et en même temps, je me dis que, tu vois, moi je me dis toujours: «Oh là là, est-ce que Nota Bene, dans 10 ans, où est-ce que je serai? Est-ce que ça va continuer?» Bon, la cartographie, du coup, ça va, vous êtes plutôt serein parce qu'il faut Ouais, refaire le boulot de toute ouais, façon quoi qu'il arrive, quoi. mais c'est vrai que je participe souvent à des échanges, à des rencontres en fait où, on parle «Mais est-ce qu'on va encore diffuser de la cartographie papier?» C'est souvent en fait le sujet, qui revient, là j'en ai encore fait un il y a pas longtemps, le thème c'était, «Le papier fait de la résistance». Et c'est est-ce qu'on va continuer en fait à diffuser de la carte papier? Donc oui, oui, la cartographie en fait existera, mais en fait, il faut qu'elle évolue avec son temps. Elle évolue en fait aussi avec tout ce qui est, support de diffusion, su et on essaie en fait de la faire évoluer aussi avec les différentes techniques, qui existent, quoi. Ouais, après, moi, enfin, tu me dis que l'IGN a encore des liens quand même très étroits avec l'armée. Ça me paraît assez invraisemblable que le papier disparaisse, Oui. parce que dans ces cas-là, bon, je veux dire quand tu vas au front, il Oui. te faut un support physique à un moment donné, quoi, si tu as plus de Ouais, ouais et on parle de l'armée, mais il y a pas que, hein. Là, justement, quand il y a eu, les gros incendies, en fait, qu'il y a eu en France, il y a quelques années, on le voit, en fait, à chaque fois, même les pompiers, quand ils ont besoin d'intervenir, en fait, sur le lieu, ils ont toujours, en fait, une carte papier. Il y a intervention ou même à un moment donné, en fait, quand la technologie n'existe plus, on a toujours, en fait, des stocks, de cartes papier, en fait, parce que c'est, ça, au moins, on sait qu'on l'a et que, bon, en matière de survivalisme ou de choses comme ça, on sait que c'est toujours le truc et même pour aller faire une rando,
Enfin, quand on fait une rando de 5 heures, 6 heures, enfin, pour aller faire le GR20, enfin, honnêtement, prendre, effectivement juste un smartphone pour aller faire ça, c'est presque du suicide. On peut suivre, hein, mais bon, voilà, non, non, c'est adapté par rapport à son usage, et voilà. Les cartes, historiquement, donc elles étaient plutôt sur du Oui, super. papier, Mmh. mais est-ce qu'elles ont toujours été sur du papier? On en a trouvé sur d'autres supports. Tu nous parlais tout à l'heure de grottes, par exemple. Oui, ce que je disais sur du bois, sur du oui, on peut historiquement, on pouvait le représenter, en fait, sur pas mal de choses. À l'époque de Cassini, en fait, justement, ce qu'on faisait, c'est tout ce qui était cartographie, c'était gravé sur des plaques de cuivre et ensuite c'était imprimé sur du papier, en fait, vraiment pour les chanceux. Et c'était représenté, en fait, justement là-dessus. Donc, en fait, on a tout un tas de supports, effectivement, qui permettent de représenter des cartes. Comme je dis, à l'époque de la préhistoire, c'était sur les murs, en fait, des grottes qu'on représentait ça. Donc, ça a toujours, en fait, été des choses qui étaient assez variées. La carte d'état-major, par exemple, elle était sur un support papier aussi, mais qui était plutôt de petit format. Et c'est la création des cartes touristiques, en fait, qui va faire apparaître les cartes qui sont publiées sur du papier grand format, qui est mieux adapté sur les besoins des utilisateurs pour cet usage. Maintenant, des cartes, j'en vois imprimer sur des nappes, j'en vois imprimer sur des t-shirts. Déjà une très jolie chemise, d'ailleurs, avec une carte dessus. Donc, non, enfin, en vrai, on peut. C'était imprimé sur tout ce qui existait, sur du cuir, sur j'ai parlé des cornes de mammouth. Enfin, il y avait tout ce qui était représentable a pu servir d'un support de carte. Et là où il y a une petite révolution aussi, c'est que du coup, alors on imagine, bah, quand on prend du papier, la carte elle est imprimée, elle bouge plus. Mais, et à partir du moment où tu passes sur une carte, numérique, Mmh. tu peux zoomer dedans en fait. Tu peux Ouais, changer les ouais. échelles, tu peux, donc j'imagine que ça doit apporter aussi, ça doit complexifier un petit peu la chose? Bah, alors complexifier, ça dépend pour qui parce que, je trouve que les écrans, ils ont vraiment changé la donne. Ils permettent de nouvelles choses, en fait, qui permettent de naviguer plus facilement entre les échelles, de zoomer sur des détails, de dézoomer, de naviguer entre les couches, de trouver facilement une adresse. Enfin, grâce, quand même aux écrans, et à leurs fonctionnalités finalement, parce que c'est surtout ça, en fait, la plus-value, c'est qu'on a plus besoin de savoir lire une carte, en fait, pour se repérer. Grâce aux fonctionnalités de géolocalisation, on remplit son adresse et au final, bah, voilà, on sait l'endroit où on se situe. Et donc, du coup, ces outils-là, en tout cas, et les écrans, ont complètement démocratisé, en fait, l'usage de la carte. Et du coup, dans ces cas-là, vous, en fait, vous avez déjà une carte, très précise et en fait, au fur et à mesure où tu dézoomes, la carte se fait enfin, en fait, vous superposez plusieurs cartes. Ouais, plusieurs types d'échelles. C'est vrai que nous, on a 2 fonds de plan numériques à l'heure actuelle. On en a un, en fait, qui est plus ou moins une numérisation de chaque, échelle cartographique. Donc visuellement, ça peut perturber parce que du coup, quand on change d'échelle, on change de représentation, en fait, cartographique. Donc, le fait c'est pas très fluide entre les différentes, le passage entre les différentes échelles, mais on a pas mal d'utilisateurs qui sont attachés, en fait, à ça parce que du coup, ils sont attachés justement à ce type de représentation-là. À côté, on a aussi une pyramide, cartographique qui est numérique et qui est nativement, réalisée, sous format numérique et donc du coup là, le passage entre les différentes échelles et les représentations est beaucoup plus, harmonieux, on va dire, et fluide. On a une question, qui m'a fait rire. J'ai peur. J'avais vu que les Suisses avaient caché dans leurs cartes des petits animaux comme des marmottes ou des araignées. Est-ce que c'est quelque chose que fait l'IGN? Alors, on cache pas des petits animaux, mais on cache des choses, ouais. Une carte, souvent, elle est signée par son cartographe. La plupart du temps, en fait, c'est des toponymes, qui sont placés et qui, sont justement, la représentation, enfin la signature, on va dire, du cartographe qui a fait la carte, ouais. Et moi, j'en connais quelques-uns. Il y en a certains qui sont assez connus. Il y avait quelqu'un qui s'amusait justement à retrouver tous ces toponymes-là, qui sont souvent des jeux de mots ou des choses qui représente, la personne qui a fait la carte. Donc oui, oui, si, ça se fait de moins en moins, mais ça se fait encore. Mais c'est genre quoi? C'est un nom qui apparaît sur la carte, mais qui en fait n'existe pas? Ouais, c'est ça, c'est OK. ça, c'est un toponyme. Alors après, en fonction des représentations, des trucs comme ça, mais
Moi, ça m'a fait rire parce qu'à un moment donné, en fait, justement, sur ma maison d'enfance, j'arrêtais pas de tanner les cartos en disant: «J'aimerais bien avoir un toponyme, j'aimerais bien avoir un toponyme» et une fois, il y en a un pour me faire plaisir, en fait, qui en avait mis un et qui l'a mis en fait, on a des niveaux d'importance, en fait, dans l'information qu'on représente et qu'on a certaines choses, on sait qu'elles vont pas sortir sur la carte en fonction, du niveau d'importance qu'on lui met. Donc celui-là, on l'avait vraiment mis au minimum et à un moment donné, je sais plus, je regardais un fond de plan et je cherchais un truc et je l'ai vu apparaître je l'ai vu apparaître sur la carte. Donc ouais, ouais, ça peut arriver encore. Il y a Jugéo qui dit: «Mais ça peut induire en erreur». C'est oui, c'est, justement ce genre de choses et c'est aussi des moyens à l'époque on mettait ce genre de choses pour savoir aussi qui est-ce qui utilisait la carte, la reproduisait et pour pouvoir en fait suivre, son utilisation à travers le temps. Mais après il y en a pas non plus des masses, hein. On en met pas c'est juste des choses qui, à savoir d'hommes, c'est pas forcément des toponymes qui vont, créer des problèmes ou des choses comme ça. À un moment donné, effectivement, si on se rend auprès de la mairie en leur demandant si cet endroit-là avait vraiment existé, ils vont dire que non, mais après il y en a pas non plus des masses. Bon, si sur une carte, vous, trouvez un de ces 4 Bénéville, c'est que j'ai réussi, Voilà, à faire pression sur l'IGN. exactement. Voilà, j'ai réussi à me caser quelque part. Alors on le disait, les cartes étaient, principalement utilisées dans le domaine militaire. Tu nous as évoqué, très rapidement, le rôle touristique aussi, des cartes. Donc aujourd'hui, quel est le rôle des cartes aujourd'hui? Bah, écoute, aujourd'hui, je dirais, découvrir, voyager, préparer un voyage, décorer son salon. Aménager un territoire, gérer des crises, anticiper des risques, observer des phénomènes, ou simplement se déplacer. Elle a plein d'usages, qui sont diversifiés, quoi. Après, on a toujours, les mêmes usages d'origine et après il y en a d'autres qui naissent, mais ça reste, toujours, dans ces domaines-là. Je dirais que le numérique a quand même réussi à largement démocratiser la carte. Elle l'était sans doute déjà peut-être, justement je veux dire après la Seconde Guerre mondiale et cet essor touristique qu'il y a eu un petit peu partout en France, peut-être qu'il y a eu, une démocratisation de la carte déjà papier, mais j'imagine que ça a rien à voir avec les usages, numériques? Ouais, ouais, l'ère du numérique a permis l'essor aussi déjà, j'ai commencé un peu à en parler, mais d'un nouveau type de carte. Historiquement, les cartes, elles finissaient, quasiment tout le temps sur du papier. Aujourd'hui, les cartes, on a des cartes qui sont réalisées nativement pour un usage qui est purement numérique. Pour celles, on en a parlé un peu, mais, en plus, du coup, ça a démocratisé vraiment l'usage, mais ça a aussi, introduit en fait 2 façons différentes de faire la carte. Celles qui sont destinées à un usage papier, j'en ai déjà un peu parlé, mais, la lisibilité des informations, elle est vraiment importante et l'étape de la rédaction cartographique, en fait, elle continue à prendre du temps parce que sur la base, on parle de la base de données topographique et altimétrique et là-dessus, en fait, le cartographe déplace, en fait, ces objets et donc du coup, il généralise l'information, il représente, en fait, différemment le bâti. Il y a un soin en fait spécifique qui est accordé justement à la lisibilité de l'information. La cartographie numérique, c'est différente. On repart des mêmes bases de données. On définit une symbologie, une représentation et on calcule un fond de plan numérique qui pourrait être servi en fait dans des formats qui sont compatibles nativement avec des applications web, des mobiles ou logiciels quoi. Donc c'est une base brute qu'on représente et donc du coup la carte elle peut être mise à jour beaucoup plus rapidement. Et par exemple, on a un plan numérique qu'on met à jour toutes les nuits. Et c'est pour celui-là, il est destiné surtout à des usages professionnels. Mais en gros, la lisibilité de l'information, elle n'est pas aussi, aussi, je dirais, fine que celle d'une carte papier. Mais en même temps, cette carte, elle est mise à jour toutes les nuits, quoi. Enfin, c'est un fond de plan, quoi. Oui, mais du coup, en fait, cette carte-là, donc au lieu de repartir de 0 à chaque fois, on met à jour des petits trucs, quoi. Oui, bah, c'est ça. C'est en fait, c'est cette même enfin, ce plan-là, c'est une image de la base de production de la veille. Donc du coup, en fait, on l'a créé pour que quand il y a des gens, en fait, qui nous remontent des informations, ils peuvent une fois que c'est pris en compte, ils peuvent le voir dès le lendemain, en fait, dans, la base de données et donc du coup, le plan est mis à jour, en continu et ça a vraiment vocation, justement à représenter ça, quoi. De façon très concrète, a admettons, ça se passe comment quand, je sais pas moi, une mairie, décide de se dire: «Tiens, on va faire un rond-point à la place du carrefour là-bas». Ça se passe comment, en fait? Bah, déjà, il faut qu'on ait l'information. Donc du coup, soit on a un partenariat, par exemple, avec la mairie et tout ça, qui peut nous signaler l'information. Donc, quand je dis signaler, c'est qu'on travaille, en fait, dans des systèmes d'information géographique. La mairie, en fait, probablement, en a un ou alors elle travaille, en fait, avec
un prestataire qui va lui réaliser tout un tas d'études en fait pour ce nouvel aménagement. Et donc du coup, elle peut nous indiquer, en fait, nous signaler qu'il y a un nouvel aménagement et on le sait comme ça. On peut le savoir quand il y a les nouvelles photographies aériennes qui arrivent. On voit qu'il y a un rond-point, en fait, on fait un scannage en fait de l'image et du coup, on voit qu'il y a eu un nouveau rond-point et donc du coup, ça nous permet en fait de le mettre à jour aussi dans la base de données. On peut avoir tout simplement, on a des agents en fait dans chaque département qui sont chargés en fait de mettre à jour la base de données et donc du coup, ils épluchent tout ce qui est des journaux spécialisés en fait dans les travaux publics ou les choses comme ça. Et donc du coup, ça peut remonter aussi par ce biais-là. Et le dernier, souvent tout ce qui est aménagement, réaménagement de routes, de quartiers ou de choses comme ça, les premiers qui sont au courant, c'est les pompiers. Et on travaille énormément avec les pompiers en matière de cartographie et de base de données. On leur met à disposition en fait tout un tas de bases de données et donc du coup, on peut l'avoir aussi par leur biais. Alors, on parlait de la différentes manières de collecter, du coup, ces données pour mettre à jour les cartes. Il y a un truc absolument, formidable, qui existe maintenant depuis quelques années qui s'appelle le lidar. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, hein, je vous le dis, sur la chaîne Nota Bonus sur YouTube, on a fait un épisode, très récemment sur, la découverte de, grandes cités, antiques en Amazonie, hein, qui ont été, découvertes grâce à cette technologie du lidar. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est le lidar et en quoi ça va, aider à la conception des cartes? Ouais, le lidar en fait, c'est un appareil, un laser en fait qu'on met dans un avion parce que nous on fait du laser aérien, en fait du lidar aérien. Et le lidar, ce qu'on appelle haute densité, en fait, c'est donc un laser qu'on place dans un avion et qui émet des impulsions en fait vers le sol. Et notamment dans le programme lidar en fait dont tu parles, là, on est à peu près à 10 points par mètre carré. Historiquement, ça fait, enfin, à l'hygiène, ça fait un moment qu'on fait du lidar. Avant, on en faisait 2 points par mètre carré. Là, quand on voit la densité de points, en fait, 10 points par mètre carré, ça nous permet en fait d'obtenir une description en 3D du territoire qui est d'une précision qui est vraiment incroyable. Et donc, du coup, on utilise effectivement ce procédé-là pour mettre à jour la base de données topographique en fait, qui permet d'en faire les cartes. On a développé des algos là qui nous permettent, c'est ahurissant, mais qui nous permettent de détecter le bâti et on arrive à récupérer l'emprise des bâtiments et à les intégrer directement en fait dans la base de données topographique sans quasiment en fait de reprise manuelle et ça c'est une vraie avancée je trouve par rapport à ce qu'on faisait avant. On a aussi d'autres choses, le lidar, tu en as parlé là sur les histoires, enfin sur les sujets archéologiques. Mais typiquement, nous, on a un enjeu, c'est de réussir à dessiner les cours d'eau sous tout ce qui est couvert végétal, enfin tous les arbres. Et le lidar, en fait, comme il arrive à traverser en fait justement les feuilles, on arrive à bien voir en fait la forme que prend en fait le réseau sous le couvert végétal. Et donc du coup, ça nous permet de le restituer beaucoup plus finement et beaucoup plus précisément en fait qu'avant avec cette technique-là. On utilise le lidar aussi en production pour rajouter un Z enfin pardon, une information altimétrique. Parce que les points, c'est X, Y, Z. Et donc, du coup, l'altimétrie, c'est le Z, pardon. Et c'est pour ça que je disais Z, excusez-moi. Et donc, du coup, l'altimétrie, on arrive aussi à tout ce qui est pylône, par exemple, les hauteurs, les éléments, en fait, importants qui sont en hauteur, notamment pour tout ce qui est, parce qu'on fait des cartes aéronautiques aussi. Donc, c'est important, en fait, pour un hélicoptère ou quelqu'un qui fait du vol à vue, en fait, de savoir, en fait, qu'il y a des choses qui peuvent occulter. Et donc, du coup, on a réussi à améliorer considérablement aussi, grâce au lidar, les précisions en fait, sur les niveaux de hauteur en fait, de ces objets-là qu'on peut exploiter là-dessus. Et là, on a toute une mise à niveau aussi qui se fait au niveau des routes, et notamment de la représentation 3D des routes, grâce au lidar pour les remettre à niveau. Quoi. Ouais, c'est vraiment un espèce de scanner du futur, quoi. Ouais, ouais, non, le lidar, c'est hyper puissant. Le seul inconvénient, c'est que c'est quand même peut-être qu'effectivement, quand on arrivera à le mettre, il y a des travaux en fait, qui sont en cours là-dessus pour mettre des lidars dans, dans des satellites en fait, pour que comme on fait du radar et de la photo en fait par satellite, qu'on puisse faire aussi du lidar. Parce que la seule contrainte du lidar en fait, c'est que c'est long à couvrir. En fait, là, c'est un programme qu'on a commencé il y a 4-5 ans, je crois.
et on n'a toujours pas en fait traité toutes les données mises à disposition. C'est des données qui sont très très lourdes. Un nuage de points, en fait, c'est un truc qui est super à manipuler, tout ça, mais c'est quand même pas facile en fait à traiter. Il faut des ordinateurs et des calculateurs qui sont très très lourds en fait pour en sortir une information. Donc tout l'enjeu en fait là-dessus, c'est de réussir à démocratiser l'utilisation de cette donnée-là et de la rendre un petit peu plus légère pour que n'importe qui puisse l'utiliser aussi. Ouais, je le vois sur Nota Bene, on a beaucoup bossé sur la reconstitution de on a fait les grottes de Lascaux, par exemple, ou ce genre de choses et déjà ces nuages de points-là qui sont restreints quand même, où on a bossé sur Notre-Dame aussi, c'est ça demande, énormément de calculs. Donc là, à l'échelle d'une ville, d'une région, de la France. Ouais, j'ai oublié un truc sur le lidar aussi, pardon. Grâce, justement à ces nouvelles acquisitions, on va rénover aussi tout ce qui est l'altimétrie des cartes. J'en parlais là récemment quand on a fait la carte du Mont Blanc, notamment en fait l'évolution des glaciers. On peut produire des modèles numériques de terrain en fait qui sont dérivés en fait du lidar et donc du coup, derrière ça nous permettra en fait de mettre à jour tout un tas d'informations et notamment ce qui est lié aux glaciers, parce qu'on sait que, bah, voilà, ça évolue, hein, et on utilisera cette technologie aussi pour le mettre à jour, ouais. Ouais, tu évoquais le satellite, du coup, en fait, j'allais dire que, le satellite, peut paraître, obsolète, par rapport au lidar, mais en réalité, ils sont encore, du coup, très complémentaires parce que le lidar, on a ce côté, bon, ça pèse lourd et en plus, faut envoyer un avion qui peut, enfin, qui a une zone restreinte d'intervention, quoi. Bah, après l'avion, en fait, on dirait que c'est une zone restreinte d'intervention, mais finalement, en fait, entre, un satellite, en fait, et un avion, c'est vrai que bon, l'avion, nous, après, on a notre propre flotte aussi d'avions et on sur tout ce qui est acquisition, en fait, d'images, pour, mettre à jour justement la cartographie de la France, on a des créneaux, en fait, qui sont prioritaires. Mais, ça nous permet, en fait, un département, par exemple, là, il y a on a volé le Gironde, Landes et Lot-et-Garonne, je crois, en 3 jours. Quand il fait beau, ça va très, très vite. Un satellite, en fait, ça a l'air, c'est plus flexible comme ça, mais disons qu'à chaque fois, en fait, il faut qu'il y ait, que ça repasse, il faut qu'il y ait pas de nuages, il faut quand même qu'il y ait beaucoup de conditions, alors qu'un avion, en fait, tac, dès qu'il fait beau, en fait, on l'envoie. Donc, il y a quand même plus de flexibilité, en fait, finalement, dans l'usage, dans l'utilisation de l'aérien que du satellite. Mais le satellite, après, effectivement, sur certains types si on veut des observations régulières d'un point, si on veut avoir la possibilité aussi, en fait, de couvrir des endroits en fait, qui sont difficiles à couvrir, hein. J'entends enfin, sur tout ce qui est outre-mer, par exemple. On espère l'utiliser. Alors, c'est difficile aussi de faire des couvertures à cause à chaque fois du couvert nuageux, mais voilà, il y a certains endroits où ça s'y prête quand même. Mais alors, du coup, ça serait, techniquement possible, dans un futur plus ou moins lointain, d'équiper les satellites avec du lidar? Ouais, ouais, j'ai vu des articles là-dessus. En fait, il y a des travaux qui sont en cours, pour pouvoir, bah, voilà, faire des acquisitions lidar depuis du satellite, ouais. Alors je suis désolé, ça m'intéresse, mais du coup, est-ce qu'on perdrait pas en précision vu l'altitude du satellite par rapport à un avion ou? Ouais, c'est possible. Après, c'est même pareil en matière de densité. Oui, forcément, on y perdra en précision, mais, là, tu sais, juste pour te montrer, en fait, l'évolution, en fait, de tout ce qui a été lié à la photo. Quand on a mis, en fait, justement, le premier er satellite, photo, au début, en fait, on faisait du 1,50 m avec du spot. C'était pas mal 1,50 m. Mais bon, on est d'accord par rapport à une photo aérienne, c'était pas suffisant parce que on est sur une résolution, en fait, déjà à l'époque qui était de l'ordre de 50 centimètres. Ensuite, le satellite, en fait, il y a eu Pléiade et Pléiade, en fait, a commencé à faire des acquisitions à 50 centimètres. Enfin, en vrai, c'était du 70 centimètres, rééchantillonné à 50 centimètres. C'était, effectivement pas du 50 centimètres, c'était pas le même 50 centimètres qu'on avait avec de l'aérien, mais c'était quand même déjà pas mal. C'était un petit peu, cracra, mais honnêtement, par rapport, au mécanisme d'acquisition, c'était pas mal. Sur la photo, pendant ce temps-là, nous, on est allés sur du 20 centimètres et du coup, maintenant, on a le nouveau satellite Pléiade Neo qui nous fait des acquisitions à 30 centimètres et honnêtement, beh, là, quand on voit ce qu'ils produisent, c'est magnifique. Enfin, moi, j'ai été bluffée parce que j'ai toujours un petit a priori quand même sur le set en me disant qu'ils n'arriveraient jamais à atteindre le même niveau. Mais quand j'ai vu du Pléiade, en fait, Néo, à 30 centimètres, j'ai dit OK, parce que là, on est quand même sur le même niveau, je trouve, de finesse et de qualité, en fait, qu'une image à 20 centimètres qu'on peut produire. Mais pendant ce temps-là, bah là, on commence à faire des acquisitions à 5 centimètres. Oh 5 la vache! centimètres, ça commence à être super. Ça, si tu vas sur justement, aussi sur Géoportail et tout ça, tu peux voir sur Paris, en fait, les acquisitions à 5 centimètres ou alors en prenant la couche d'information qui s'intitule «Plan de corps de rue simplifié». Vous allez voir, en fait, le niveau, en fait, de résolution,
on peut voir des bouches d'égout, on peut voir, des choses qui sont, très fines et ça, c'est justement des fonds de plan qui sont conçus, en fait, pour faire tout ce qui est, recalage des réseaux enterrés, qui sont très précis aussi. Ah, c'est fou, on se demande jusqu'à où ça va Ah jusqu'où ça ouais. va aller. Bah, après, ça sera le jumeau numérique, hein. Ça sera, justement tout ce qui est, lié, au lidar et à la possibilité qui donne, une représentation, en fait, en 3D du territoire qui est mouvante, sur laquelle on peut faire jouer, en fait, des phénomènes, qui est suffisamment précise, en fait, pour nous permettre, en fait, bah, voilà, de simuler, en fait, des effets, des impacts, des situations et ça, c'est, quelque chose qui rendra, en plus, la chose qui est beaucoup plus, vivante et qui est réel, en fait, dans l'image et l'esprit des gens, quoi. Voilà, donc vous l'avez compris, si vous avez pour, ambition de faire, construire, une piscine dans votre jardin, déclarez-la, parce que là, vous Ah pourrez bah, pas passer à travers. ouais, 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 bah, là, oui, tout le monde a entendu parler de ce programme-là qui était, effectivement pour localiser, mais maintenant on localise, là, justement, on parlait des procédés, en fait, pour mettre à jour, l'information. On a parlé du lidar et justement, il y a aussi une autre grosse technique, c'est l'intelligence artificielle. C'est à partir, il y en a qui cherchent des petits chats sur des photos. Nous, on cherche pas les petits chats. On cherche pas tellement, si on cherche un petit peu, des piscines, mais nous, c'est plutôt on cherche du bâti, on cherche des forêts, on cherche des haies, reconstitution des haies. On cherche, pas mal de procédés comme ça et on utilise beaucoup l'intelligence artificielle justement pour nous aider à identifier, à pré-identifier en fait les informations pour que ça soit plus facile après de les intégrer effectivement dans la base de données, ouais. Des carrés étranges de plantations en plein milieu de champs. Le type non, non, mais c'est vrai, le type de production agricole et tout ça, ouais, ouais, ça fait partie des choses qui sont effectivement, regardées. Mmh. Il y a pour projet de passer, effectivement tout le territoire français au lidar du coup? Ouais, 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 c'est en cours là, normalement ça doit être terminé, les acquisitions doivent être terminées l'année prochaine. Attendez, on est en 2024, ouais. L'année prochaine. On a déjà sorti à peu près la moitié de la France en fait en nuage de points. Là, on est en train de, dériver, tout ce qui est modèle, numérique de terrain, de surface, d'élévation. Un modèle numérique de terrain, donc c'est vraiment que le sol. Modèle numérique de surface, c'est le sol et ce qu'il y a au sursol. Et le modèle numérique d'élévation, enfin tout souvent ce qu'on appelle les modèles numériques de canopée, c'est vraiment en fait on prend par exemple juste la taille des arbres ou ce genre de choses c'est le sol moins le sursol. Enfin le sol moins le sursol. Alors, parmi les, bah, c'est tout ça, c'est un potentiel de fou et parmi les gens qui nous suivent, évidemment, il y a beaucoup de gamers, et de geeks et donc on nous demande si, vous travaillez avec des boîtes comme, Asobo qui font, Flight Simulator, par exemple, qui font des trucs de dingue en termes de cartographie temps réel. Ouais, 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 on a eu pas mal de contacts là effectivement avec Asobo ces derniers temps, justement dans le cadre du jumeau numérique pour, bah, justement montrer l'utilisation en fait de cette donnée, tout ça. Historiquement, moi déjà j'avais eu des contacts avec Asobo qui utilisaient, qui nous avaient demandé en fait des modèles numériques de terrain déjà à l'époque du RGE ALTI, qui était à une précision à peu près à peu près de 1 mètre, pour justement, je pense l'utiliser dans les jeux. Mais oui, oui, on a mais vous savez que d'ailleurs qu'à Saint-Mandé, en fait, on a les locaux de l'IGN et juste à côté, et vraiment à côté, c'est un ancien bâtiment de l'IGN qui a été, cédé et qui a été racheté par Ubisoft. Ouais. C'est vraiment col. Ouais. Tiens d'ailleurs, restons, on fait une petite parenthèse, jeux vidéo. J'ai vu que, parce que moi j'ai été un petit peu joueur de Minecraft, alors moi je suis plutôt je creuse des mines, moi c'est mon dada. Mais, même avec, mes gamins, je joue à Minecraft et tout et on a vu qu'il était possible d'intégrer des données IGN dans Minecraft pour générer, genre ta ville par exemple. Ouais, ouais, c'est ça. La base de données topographique, effectivement, elle a été, je sais pas comment on dit ça, mais construite en fait, pour, pouvoir être utilisée dans Minecraft et pour pouvoir faire produire, des villes. Ouais, c'est un projet qui sort de notre, de IGN Fab, qui est, notre, réseau d'incubateurs et tout ça et donc du coup, on a aussi pas mal, de gamers et de geeks, à l'IGN et donc du coup qui ont eu, à cœur de développer justement ce truc-là pour permettre en fait de construire sa ville à partir de la BD topo, ouais. Et donc ça, c'est gratuit et on peut, enfin, je veux dire, toute personne qui a Minecraft peut, Ouais, ouais. d'accord.
c'est trop bien. Mais du coup, ouais, il faut que je le fasse, tiens, Ouais, faut je vais essayer. lancer une carte sur Tours, tiens, Tours dans Minecraft, il faudra que Voilà, je fasse ça, un de ces regardez ce que 4. ça donne. Et tu penses quoi de GeoGuessr? Je connais pas du tout. Alors j'en Parce sais que pas grand-chose. ça, dans les usages de la cartographie, c'est rigolo parce que, alors c'est, ce qu'on appelle un banger, hein, dans le coin, donc c'est vraiment, un truc qui a très, très bien marché sur Twitch notamment. Mmh mh. GeoGuessr, le principe, c'est alors ça fonctionne avec Street View, et l'objectif, c'est que ça te bombarde quelque part avec Street View sur la planète, et toi, tu dois deviner où est-ce que tu es et mettre ton point sur la carte. Ah, Et c'est donc tu bien. gagnes plus ou moins de points en fonction de si tu es proche ou pas proche. Et donc il y a même des championnats du monde, hein, de GeoGuessr où tu as des gars qui, en l'espace de moins de 5 secondes, savent identifier à 100 mètres près où est-ce qu'ils sont sur le globe, quoi. Ah ouais, d'accord. Ouais, en fait, ouais, j'ai déjà testé ça, je savais pas que ça s'appelait comme ça. Mais ouais, ouais, non, ça il y a pas mal de trucs aussi qui se développent. Je sais pas si, tu me disais que tu avais des enfants, je sais pas si, tu as déjà joué, en fait, à des trucs de géocaching ou ce genre de choses? Mais si, si, ouais, ouais. Ouais, voilà et donc de plus en plus, en fait, les jeux autour de la géo, effectivement, se développent et c'est cool parce que ça permet aussi, de démocratiser auprès des enfants, en fait, la connaissance de la géographie d'un point de vue ludique et c'est vrai que, et ça leur réapprend aussi à avoir des cartes, à comprendre, en fait, les cartes et on a fait des travaux, là, justement, aussi avec l'atelier de cartographie thématique, de l'IGN avec les scouts de France pour essayer de voir, en fait, comment il fallait qu'on adapte les représentations, en fait, de cartes pour que ça soit compréhensible de la part des enfants. Donc tout ce qui concourt finalement à démocratiser et à reprendre en main, en fait, la connaissance de la géographie, je pense que c'est toujours important et c'est utile, effectivement, auprès des jeunes générations, ouais. Ouais, c'est clair, bah, là, on est dans un processus de gamification qui effectivement permet de démocratiser plus ça. Mais, vous avez une approche aussi un peu plus, scolaire ou pas? Vous avez il y a enfin, je veux dire, l'IGN a des activités, pour sensibiliser justement les scolaires aux cartes ou? Ouais, 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 on a on bon, assez, régulièrement, on fait des interventions, en fait, dans des écoles, déjà, juste basiquement, en fait, pour présenter les cartes, ce genre de choses. Là, justement, quand, on a fait un événement il y a pas longtemps, en fait et on est allés intervenir, justement, dans des écoles pour leur représenter des choses et sinon, on a aussi un outil qui s'appelle Edugeo et qui permet, justement, pour les profs d'histoire géo, en fait, de pouvoir produire des cartes et ça reprend, en fait, un peu tous les outils du Géoportail. Et ça permet en fait justement de constituer et de programmer en fait des réalisations de cartes à destination des élèves, ouais. Alors tiens, j'ai une question, est-ce qu'il y a alors on choisit de représenter les données, mais est-ce qu'il y a des données qu'on va capter, mais qu'on choisit de ne pas représenter, sur les cartes? Hem, ouais, comme je l'ai dit au début, en fait, la carte, c'est, une compilation d'informations qui sont très diverses, qui ont pas forcément la même temporalité. En fonction de leur nature, ces informations, elles sont dotées d'une durée de vie, en fait, qui est différente. Les informations, par exemple, qui sont relatives à la géodésie et du nivellement, en fait, elles s'inscrivent vraiment dans le temps long. On a pensé, très longtemps, en fait, que tout ce qui était relevé géodésique, c'était fait pour l'éternité. Bon, leurs transformations, elles sont quand même liées au mouvement, des plaques tectoniques sur la surface du globe et donc du coup, c'est quand même pas des choses qui changent énormément, radicalement, mais on a eu toujours des instruments, en fait, de mesure qui étaient plus précis, des méthodes de calcul, en fait, qui, s'amélioraient au fil du temps et donc du coup, ça améliorait aussi la précision des résultats qu'on obtenait. Mais les informations qui sont relatives à la topographie, on en distingue de 2 sortes, ce qui relève de la topographie du sol et ce qui, résulte de l'activité humaine. Ce qui résulte, la topographie du sol, c'est des informations qui sont assez stables. Elles peuvent être modifiées, par exemple, quand il y a une énorme crue, quand il y a là encore, récemment, là, il y a eu un énorme glissement de terrain, en fait, dans les Alpes. Bah, là, du coup, ça, c'est des informations, en fait, qui nécessitent une reprise d'informations, en fait, sur la carte. Mais c'est des informations qui sont quand même dans le temps long. En revanche, les informations qui sont liées aux activités humaines, ça, c'est des choses en fait qui évoluent en fait très, très rapidement et Cassini, par exemple, à l'époque, voulait faire un document durable et il avait choisi en fait de pas représenter des choses en fait qui n'avaient pas forcément leur place. Enfin, il estimait que ces choses humaines n'avaient pas tellement en fait leur place sur leur carte. Donc par exemple, sur le bâti, c'est pas trop cassé, la tête pour représenter, en fait, tout ce qui était zone de bâtiment. Je faisais ça, en fait, de façon assez simple pour éviter, en fait, que sa carte,
soit périmé trop rapidement, ouais. On peut parler de l'anthropocène justement. Est-ce que tu pourrais nous définir ce que c'est, et comment, l'IGN justement a incorporé tout ça? Ouais. Bah, comme je te disais, là, les activités humaines, elles donnent, lieu à des transformations qui sont absolument majeures, en fait, sur le tracé des routes et des fleuves aussi par rapport à l'irrigation. Mais aussi depuis, le milieu du 19e siècle, les changements les plus importants et les plus rapides, ils sont liés à l'extension, en fait, de l'emprise humaine, en fait, sur les espaces naturels et agricoles. On voit les zones urbanisées, en fait, elles sont tout le temps en train de grandir pour des questions d'habitat, d'activité économique. Le développement des moyens de transport, en fait, a fait émerger des équipements importants, en fait, comme la construction de barrages, de ports, d'aéroports. Et tout ça, ça constitue d'énormes vecteurs de transformation de la topographie, en fait, et de sa représentation cartographique. Et donc, ce phénomène-là, c'est ce qu'on appelle l'anthropocène. C'est un néologisme en fait qui est construit à partir du grec ancien, anthropos, être humain, et kainos, nouveau. Et ça fait référence à une nouvelle ère, une nouvelle ère géologique, une nouvelle période où l'activité humaine est devenue la contrainte géologique dominante. C'est en 2016, lors du congrès de géologie en Afrique du Sud, que la recommandation est sortie officiellement d'acter le commencement en fait de cette nouvelle période géologique, l'ère de l'anthropocène. Et c'est vrai qu'à l'IGN, en tant que cartographe, on observe en fait depuis des années l'impact de l'homme en fait sur le territoire, puisqu'on représente justement ces informations sur la carte. Et c'est pour essayer de traduire et éclairer ces changements que chaque année, on a pris l'initiative d'ailleurs de publier un atlas qui s'appelle Cartographie l'Anthropocène et qui s'appuie en fait sur la richesse des données en fait de l'IGN et de ses partenaires en fait pour représenter justement les conséquences de l'empreinte humaine sur le territoire. Alors, on a un message d'Arthur qui dit, «Attention sur l'anthropocène, j'étais à un colloque il y a quelques mois, un nouveau congrès géologique qui pour le coup rejette finalement l'utilisation du terme». Ah! OK. Nous, enfin, je l'entends bien. Après, c'est vrai que, même si on devait prendre un autre terme ou quelque chose comme ça, il y a un truc qui est manifeste, en fait, c'est quand même que l'homme remodèle le territoire et plus que n'importe quelle force naturelle à l'heure actuelle, et que ça a un impact, en fait, qui est, absolument, colossal, en fait, sur, la façon dont on aménage le territoire, hein, de toute façon et la façon dont il évolue. Et c'est vrai que, on le voit, c'est, manifeste. Alors, tout à l'heure, on a évoqué, brièvement, l'intelligence artificielle parmi, de toute façon, voilà, faut s'adapter, faut embrasser les nouvelles techno et voilà. Bon, l'IA, c'est vrai qu'on en parle énormément depuis, 1 ou 2 ans. En réalité, c'est pas si, nouveau que ça. Mais, comment est-ce que, l'IGN est amené à faire usage de l'IA justement? Ouais, quand tu disais: «C'est pas si nouveau que ça», c'est vrai parce que, moi, quand je suis arrivée à l'IGN à peu près en 2008, il y avait déjà un logiciel, en fait, qui permettait de reconnaître sur les images, des périmètres, de forêt. Et là-dessus, en fait, une fois qu'on avait, ces emprises, on les donnait à des photo-interprètes qui, eux, déterminaient, en fait, l'essence, des arbres, en fait, qui étaient à l'intérieur. Et ça évolue, en fait, justement, l'intelligence artificielle, parce que maintenant, on entraîne, en fait, des algorithmes aussi qui nous permettent de déterminer quelles sont les essences, en fait, dans ces périmètres-là. Mais en gros, c'est le projet de cartographie, de l'occupation du sol à grande échelle, qui nous a vraiment lancé dans ce domaine-là. On a passé énormément de temps à annoter des photos pour permettre à des algos en fait, de reconnaître des tas de choses. Je vous l'ai dit, le bâti, l'hydro, les routes et tout ça. Et en fait, ça a été absolument nécessaire parce que ce projet de cartographie d'occupation du sol à grande échelle, je me souviens à l'époque, c'était produit entièrement par photo-interprétation. Et c'était vraiment une base de données. On se disait que c'était de la dentelle. Très, très belle, production. Mais en gros, en fait, si on avait voulu, le mener à bien, en utilisant, la façon dont on le faisait, soit il fallait qu'on recrute, 150 personnes, soit sinon ça aurait pris, 100 ans, quoi. Donc c'est vrai que le fait d'avoir introduit, ces nouvelles technologies, en fait, dans le processus de production, ça nous a permis de faire des choses qu'on aurait été incapables de faire, en fait, sans ça, quoi. Est-ce que tu as un exemple d'un cas où, les cartes, nous auraient très bien montré l'impact, de l'homme dont on vient de parler sur le territoire et l'environnement, qui toi t'aurait marqué, où tu te dis, «Ah ouais, il y a eu un changement, quoi»? Ouais, mais là, justement, on en parlait tout à l'heure, c'est toujours les histoires de l'anthropocène ou des trucs comme ça, mais dans le dernier atlas de l'anthropocène,
qui est justement sur le thème de l'occupation du sol. Vous avez un tas de cartes en fait qui représentent et qui illustrent l'impact de l'homme sur le territoire. Il y en a une que moi j'aime particulièrement parce que justement en fait j'ai contribué aussi à la mise à jour de cette carte-là. Je vous ai parlé tout à l'heure de la mise à jour de la carte du Mont Blanc. Du coup là vous avez justement une comparaison en fait qui montre, enfin une cartographie qui montre le recul du glacier du Mont Blanc et de la mer de glace entre 1937 et 2023. Sur la base justement des différentes cartographies qui ont été réalisées pendant cette époque. On a numérisé les différents périmètres qui avaient été représentés et on les a superposés les uns aux autres. Celle-là, je la trouve assez chouette. Dans le même atlas, il y en a une autre aussi. Je vous le dis, bah, alors c'est pas une carte, mais c'est un montage photo en fait qui a été réalisé pour montrer la canalisation du Rhône, la maîtrise des eaux du Rhône entre 1950 et 2021 et qui donne à voir en fait comment l'homme a vraiment maîtrisé en fait l'eau et elle est assez chouette aussi. Vous avez les photos de 1950 qui sont mises les unes après les autres, qui sont découpées en fait avec celles de 2021 et vous voyez à quel point ça a changé et l'impact qu'il y a eu, c'est assez manifeste, ouais, c'est chouette. Et du coup, bon, on a une question, là-dessus. Ça peut également servir à montrer l'évolution des forêts, quoi. C'est dans le titre maintenant de l'organisme. Bah, oui, oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais sur chaque année, en fait, on sort des résultats, en fait, de l'évolution de la surface, forestière, de heu, tout ce qui est lié aux forêts, qui s'appelle le mémento. Et là, vous avez des choses qui sont très précises, en fait, sur l'évolution de la surface et tout ça. Et dans l'atlas, c'est pareil, vous avez des représentations au niveau de tout ce qui est surface de forêt. Donc oui, oui. Tu nous parlais tout à l'heure de la mission de préservation aussi, de conservation de l'hygiène, notamment autour du patrimoine. Tu nous as cité Abou Simbel, voilà. Qu'en est-il de la préservation de son fond, de sa cartothèque, sa photothèque? Écoute, pour l'instant, tout ça, on a beaucoup de choses qui sont, conservées à l'IGN. Tout ce qui est anciennes photos et tout ça et anciennes cartons. On a un site, en fait, à Villefranche, sur Cher qui, justement, on y est allé la semaine dernière, là, pour faire l'inauguration. On a aussi tout ce qui est, outils d'impression numérique qui est là-bas et donc du coup, tout ça, c'est conservé, en fait, précieusement dans des bonnes conditions, là-bas. On a le GeoRoom, qui nous permet, en fait, de donner accès, justement, à ces, photos, ces images. Tout ce patrimoine-là, on l'a scanné. C'est ce que vous retrouvez en fait dans le site Remonter le temps. Vous avez tous les clichés en fait qui ont été numérisés et qui sont accessibles de façon unitaire. Et vous avez aussi des assemblages de photos en fait qu'on a réalisés en fait sur plusieurs décennies pour justement voir les comparaisons et donner ça plus facilement à voir. Et ensuite, on numérise aussi tout ce qui est lié à la cartothèque. Là, pour l'instant, on n'a pas encore, on a une masse d'informations qui est vraiment dans nos placards et qu'on est en train d'essayer justement de mettre à disposition, du public, de façon ouverte et libre. On n'a plus besoin, en fait, à chaque fois d'interroger les géorooms. Et donc ça, c'est des choses qui sont en cours. J'espère que d'ici 2 ans à peu près, on aura mis ça à voir. Donc effectivement, j'en parlais tout à l'heure, mais on a quand même les assemblages de Cassini, des cartes d'état-major et les grosses collections cartographiques. Mais en fait, des cartes, en vrai, on a une des plus grosses collections en fait de cartes. Donc du coup, il faut vraiment qu'on la donne à voir. Et on développe aussi des partenariats avec les archives nationales et la BNF pour justement essayer de mettre à disposition et de donner accès à ce patrimoine cartographique de façon un petit peu plus large. Ouais. Donc on le sent, il y a une vraie volonté, de l'IGN de partager, toutes ces données, que ça soit à travers, des sites internet comme Remonter le temps, à travers, même des données qu'on met à dispo pour du jeu vidéo, on l'a vu tout à l'heure avec, Minecraft ou Flight Simulator, ou à travers, quelle transition incroyable, une application mobile! Et oui, parce que, on va pas oublier que Bravo. c'était, voilà, c'est une émission en partenariat. On a un truc à vous vendre, les gars. Mais donc il y a une application, mobile, que vous avez, développée, une nouvelle application mobile, Carte IGN. Est-ce que tu pourrais nous présenter ça? Parce que je pense qu'après tout ce qu'on vient de dire, ça peut intéresser quand même pas mal de monde. Ouais, 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 beh, surtout si vous voulez, avoir accès justement à toutes, ces cartos dont on a parlé. Du coup, Cartigène, effectivement, c'est une application mobile qui est gratuite, c'est important de le dire, qui concentre le meilleur des cartes et des bases de données, en fait, de l'IGN et ça, du directement, en fait, dans votre poche, très rapidement.
C'est très bien, oui, c'est Voilà. succinct et en même temps, c'est efficace, quoi. Olivia qui nous dit: «Très cool comme appli». Voilà. Ouais. Alors, c'est quoi les objectifs et les principales, fonctionnalités de cette appli? Les objectifs, c'est clairement, en fait, découvrir la France autrement, dans toutes ses composantes, ses richesses, grâce, aux cartes et aux données thématiques, que l'appli, propose. En gros, en un clic, vous pouvez savoir, on en parlait tout à l'heure, mais quelle est la culture d'un champ ou l'essence de la forêt, en fait, dans laquelle, vous vous promener, pardon. Ou encore, par exemple, le nombre d'habitants, en fait, qu'il y a sur la commune sur laquelle vous êtes. L'idée, c'est, vraiment, en fait, de voir, la France en dehors de ses villes et de ses magasins, ce qui est, massivement présenté finalement dans les géants du web. Quand vous regardez une application, en fait, c'est vraiment pour voir ça et c'est Mmh. je critique pas, hein, c'est important, hein. Moi, je les utilise aussi, hein. Mais en gros, on voulait proposer autre chose et donner à voir autre chose. Vous pouvez, après, on a quand même des fonctionnalités en fait de base. On Vous pouvez quand même chercher des points d'intérêt à proximité de où vous êtes, par exemple, pour avoir, en fonction de où vous habitez, les écoles qui sont à 10 minutes à pied, par exemple, d'un futur logement ou quand, vous êtes en train de vous randonner, à savoir, dans les 15 minutes où est-ce que vous pouvez trouver un point d'eau, par exemple, et calculer un itinéraire pour vous y rendre. Et après, il y en a un truc aussi que je trouve assez chouette, c'est que vous pouvez tracer un itinéraire, en utilisant de la saisie guidée. C'est-à-dire vous mettez un point, un autre point et en fait le calcul d'itinéraire suit la route. Et ça, c'est des choses en fait qui sont assez, demandées en snappant en fait. Des choses qui sont assez demandées aussi, dans le domaine de la randonnée en fait et pour pouvoir représenter différents types de randonnées. Ça évite de devoir saisir à chaque fois tous les points sur des routes qui sont compliquées. Là, en fait, ça se fait automatiquement. Bon, ouais, écoute, il y a des gens qui ne sont pas payés dans le chat et qui disent: «Une application mobile incroyable». Ah, Voilà. ça j'apprécie. On a mis beaucoup d'énergie effectivement, pour pouvoir, développer ça et ouais, c'est une bonne récompense. On a sué. Et ça fait combien de temps justement, que vous avez commencé à imaginer cette appli, carte IGN? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est déroulé, en fait? Ouais, ça s'est déroulé, en fait, à la base, c'est une ambition forte du DG, hein, de l'hygiène, de permettre, d'observer les impacts de l'homme sur le territoire et de favoriser la prise de conscience des enjeux environnementaux. Parce que comme il dit à chaque fois, c'est une chose de le savoir, mais ça en est une autre de le voir. Et du coup, déjà quand il est arrivé, il avait déterminé, 10 chantiers emblématiques, et on y voit à l'intérieur, il y en avait un, c'était il voulait qu'on fasse un plan pour smartphone alternatif à Google et Apple qui respecte la richesse, du territoire et la liberté des utilisateurs. J'avoue à la base, au début, ça nous a fait un petit peu peur, et il nous a dit aussi qu'il voulait accessoirement proposer une appli mobile qui était assez cool. Là Là, ça tout de suite, ça nous parlait pas mal et donc c'est sur la base de tout ça, en fait, que, Gaëlle, c'est la chef de produit qui a travaillé sur ça. Elle a fait tout un tas d'études pour, voir comment mettre les données et les services de l'hygiène, en fait, vraiment à portée de tout le monde. Ça a pas été évident parce que, mis à part ce que font nos amis suisses, en fait, il y avait pas grand-chose qui existait et je pense que la force aussi de Gaëlle, c'est que quand elle est arrivée, elle connaissait pas trop, enfin, elle était pas dans le moule de la cartographie et de la géographie. Je pense que ça, c'est une vraie force, en fait, quand on veut développer quelque chose qui soit accessible à tout le monde. Le fait justement de pas avoir ces biais, en fait, de cartographe, ça ouvre l'esprit et ça permet de faire autre chose. Et donc, du coup, elle a déterminé tous les choix fonctionnels et ensuite elle a travaillé avec un développeur de l'hygiène, Amaury, sinon, pour lui donner vie. Et du coup, cette appli, c'est une réalisation 100% hygiène. Elle a été lancée le 15 mai. En gros, sa préfiguration, entre sa préfiguration et sa sortie, ça a duré à peu près 15 mois et le dev en tant que tel a duré 7 mois. Ouais, non, plutôt enfin, après moi je connais pas, j'allais dire plutôt rapide, mais en fait, j'y connais absolument rien en dev, donc Ouais, je crois que c'est pas trop mal. Après, il y en a qui développent beaucoup plus rapidement des choses, quoi, mais je pense que le temps de se mettre, d'accord et tout ça. Travailler pas à temps plein non plus dessus. Alors dans le chat, il y a déjà quelques utilisateurs, hein, a priori qui disaient, il y en a un qui c'est la question que j'allais te poser, c'est ouais, il y a une feature, une fonctionnalité, qui est vraiment sympa, c'est le fait de pouvoir comparer, des anciennes cartes et des nouvelles. Ouais, ouais, ouais. Parce que du coup, effectivement, tout ce dont je vous ai parlé là jusqu'à maintenant, les travaux de Cassini, la carte d'état-major, et même les travaux en fait de topographes et de cartographes contemporains, en fait, vous les retrouvez dans l'appli. Et j'insiste dessus parce que je me souviens au début, je regardais, sur, les avis, sur l'appli et il y en avait beaucoup qui râlaient en disant: «Ah mais vous avez supprimé les cartes anciennes».
Et non, 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 elles y sont bien effectivement dans la fonctionnalité comparée. Et donc du coup, on a juste adapté cette fonctionnalité-là pour la rendre plus facile à utiliser. Et donc du coup, on peut effectivement comparer des données à différentes périodes. On a essayé de créer aussi des points d'intérêt qui mettent en avant différents thèmes, comme l'étalement des villes, le recul du trait de côte. On parlait de la forêt tout à l'heure, on a fait des POI, enfin des points d'intérêt, qui permettent aussi de voir des endroits de reforestation, typiquement, en fait, où attirer votre attention sur l'application. On essaie c'est un impact assez fort, en fait, justement, de voir tout ça. Et c'est de façon factuelle, on essaie de donner de l'information sur la façon dont le territoire a évolué. Et du coup, bon, c'est quand même la mémoire du territoire, en fait, qu'il y a dans votre poche. Et je trouve que c'est pas rien parce que c'est vraiment quelque chose de nouveau. Et alors, tout au long de cet entretien, on a un nom qui est ressorti de temps en temps qui est Géoportail. Mm. C'est quoi la différence du coup entre, cette application mobile Cartesian et Géoportail? Alors, bah, l'appli Géoportail, c'était une première appli qui était importante, hein, dans le sens où elle donnait déjà accès et donnait à voir en fait les cartes de l'IGN, mais elle était quand même assez minimaliste. Il n'y a rien de comparable en fait par rapport à cette application-là. Avec cette appli, en fait, non seulement on donne accès à des données, mais aussi à des fonctionnalités autour des axes dont je vous ai parlé, là, explorer, se déplacer, comparer quoi. L'ancienne appli, elle permettait pas non plus une chose importante, par exemple, c'était de signaler des erreurs. Parce que les erreurs dans la carte, comme je vous ai dit, hein, elle sort à les périmètres, donc du coup, il y en a plein. Et on a mis en place des fonctionnalités qui permettent aux utilisateurs de contribuer à l'amélioration des données en fait, qu'on leur offre et qui permet d'améliorer. Ce qui, ça, pareil, est une fonctionnalité de Cartigène qui n'était pas dans l'appli Géoportail. On a une question qui dit alors attends, je la découvre en même temps que je la lis, hein, qui me dit, «Est-ce que vous avez vocation à proposer une cartographie en ligne comme OpenStreetMap, par exemple?» Alors, on en propose déjà, mais du coup, les données OpenStreetMap, justement, on a fait une des innovations aussi de cette appli, c'est qu'on a fait donc un nouveau fond de plan. Et dessus, en fait, on a généré en fait on a superposé des points d'intérêt en fait qui viennent justement de OpenStreetMap pour justement mêler les deux informations en même temps. On génère effectivement des cartes en ligne, alors qui sont sur lesquelles on peut contribuer. C'est je dirais une cartographie en fait qui est complémentaire à celle d'OSM. Ouais. Nous, c'est vrai qu'on couvre aussi le territoire français, métropole, DOM, et on a assez peu de choses même en fait sur tout ce qui est Polynésie française, Nouvelle-Calédonie. Là, on est en train de réaliser, tiens, enfin non, on n'est pas en train de réaliser, mais il est très probable qu'on réalise dans très peu de temps la cartographie des TAF, par exemple. Tout ce qui est les îles éparses, Terre des Villes. Mais en fait, le territoire français, pour l'instant, dans son immensité, sa globalité, on n'a pas encore des données partout, là où effectivement OSM a une proposition qui peut être très intéressante. On a une question, en disant: «Bon, OK, on est des cracks, en cartes, mais si on doit être objectif, c'est qui les meilleurs?» Est-ce qu'on est les meilleurs en France ou pas, d'un point de vue cartographie? Ou est-ce qu'il y a d'autres services, dans d'autres pays que vous-même en tant que jeune vous dites: «Ah là franchement ils font du bon taf, quoi»? Ah bah, les Suisses, honnêtement, ils sont forts. Mais les Suisses, ils ont un territoire aussi qui est tout petit, Bah avec ouais. des moyens pas possibles et tout ça. Donc du coup, enfin voilà, on peut dire les Suisses, ils sont très, très bons. Dans la comparaison, il y a les Anglais aussi, Ordnance Survey. Hem, Ils sont pas mal aussi, enfin, en tout cas sur leurs offres, la façon de présenter leur cartographie est chouette. Et après, bon, nous, on a du savoir-faire, on a des techniques et tout ça. Soyons honnêtes, ce que peuvent produire en fait aussi les gens américains, c'est pas une jolie cartographie, c'est pas une belle cartographie, mais c'est tous les services qui sont développés autour, la façon dont ils ont démocratisé l'usage de la carto, la façon en fait dont ils ont réussi à s'en emparer, c'est quand même quelque chose de complètement incroyable. Donc voilà, nous, on se différencie hein, de plus en plus. On est à notre niveau, on a notre savoir-faire, nos moyens. Il y a pas mal de choses aussi que si on ne les faisait pas, d'autres cartographes auraient du mal à faire. Je reparlais de la géodésie, hein, qui est un des premiers communs, mais en vrai, on a une contribution qui est mondiale en fait à ce domaine-là. Donc, mais, mais voilà, il faut dire ce qui est. Les cartographies effectivement numériques qui sont produites par ces gens américains sont quand même ils sont très, très forts aussi. Mais on se défend bien. Ouais, on se défend bien quand même.
On nous dit alors vu que l'application, donc Cartigène elle est assez, récente, vous prévoyez des ajouts de fonctionnalités par la suite ou pas? Ouais, on aimerait bien. On aimerait bien. On a eu plein de remontées en fait de choses qui nous étaient, proposées en fait d'ajouter, de modifier. Donc, on est en train d'essayer de déterminer un plan. Par exemple, ouais, l'import de traces GPX. Quand on a saisi en fait, par exemple, dans un outil en fait, c'est comme du KML en fait, c'est des formats, d'échange en fait géographiques, que l'on trouve. Le GPX, c'est très utilisé dans le monde, de la randonnée, et donc du coup, c'est une demande assez importante, donc on va essayer de voir comment on peut intégrer ça. On a tout ce qui est, calcul d'itinéraire vélo. C'est vrai qu'on n'avait pas forcément des bases de données très propres en fait pour pouvoir proposer ça en fait, de façon pertinente, lors de la première version. Donc du coup, pour l'instant, on l'avait pas mis, mais ça fait partie des demandes qui ont été faites. Le téléchargement, de cartes aussi, de pouvoir, importer sa propre carte, exporter en fait des cartes aussi, qu'on a vues, voilà, tout ce genre de choses, on est en train de lister tout ce qui a été demandé. Et après, on a pas mal de professionnels aussi qui nous demandent si on peut, faire des adaptations pour des usages qui sont plus, spécifiques, professionnels. Cette appli elle est, dispo sur, Android et iOS? Ouais. Bon, ah bah, voilà, pour ceux qui nous écoutent, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Télécharger Cartigène. Il y a déjà en tout cas pas mal d'utilisateurs dans le chat a priori, qui sont très contents et on a une question, alors un peu hors sujet, nous dit Crandar, mais quand même intéressé, et il nous dit: «Est-ce que l'IGN recrute?» Ouais, 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 les jeunes, recrutent pas mal en ce moment. Effectivement, on a eu, tout un plan en fait de recrutement, sur tout ce qui était fonctionnalité, notamment au moment où on était en train de enfin, au moment, on développe toujours d'ailleurs, et tout ce qui est processus d'intelligence artificielle et tout ça, on a recruté beaucoup d'ingénieurs IA, ce genre de choses. Après, on a, des postes en fait, qui sont ouverts, de façon très régulière. On a toujours en fait des postes à pourvoir. Et du coup, bah, ça effectivement, sur la rubrique sur le site de l'IGN, en fait, sur la rubrique emploi, vous allez voir justement tous les postes qui sont ouverts. Nous rejoindre. Eh bah, écoute, Crandar, j'espère que tu trouveras ton bonheur là-bas. Puis hésite pas à nous envoyer un petit message, hein, si tu arrives à infiltrer les équipes de l'IGN, voilà. Non, non, mais c'est clair, c'est un monde de passionnés honnêtement. Moi je conseille vraiment, de venir. C'est un monde à part. On nous demande si les locaux sont à Paris ou s'il y a d'autres antennes. Tu nous disais au départ qu'il y avait, des gens sur tout le territoire. On a, en fait, le siège est à Saint-Mandé. On a, plusieurs centres. Je vous ai parlé de Villefranche-sur-Cher, qui est l'ancienne base militaire en fait, dans laquelle on stockait en fait toutes les cartes. On stocke d'ailleurs en fait tout ce qui est, cartes, et on fait, tout ce qui est imprimerie. Et après, on a un site à Nantes, un site, à Saint-Médard-en-Jalles à côté de Bordeaux. On a un site à Toulouse, donc là, c'est tout ce qui est lié aux activités spatiales. Un site à Aix-en-Provence, un site à Lyon, à Nancy, et après attendez, c'est plus Creil, c'est à Beauvais. Toutes les activités aériennes, en fait, sont basées à Beauvais. Est-ce que, pour conclure cet entretien, tu aurais des références, bibliographiques, ou autres, hein, à conseiller aux personnes qui souhaiteraient approfondir les sujets qu'on a abordés aujourd'hui? Que ce soit sur l'histoire de la cartographie ou sur, l'hygiène en particulier? Ouais, beh, là, du coup, sur, les éditions de l'Institut, là, dont je vous ai parlé, en fait, l'Atlas Anthropocène qui sort tous les ans, donc il est accessible en ligne, vous pouvez le consulter, hein. C'est, très visuel, donc je vous incite à le consulter. On fait appel à chaque fois, en fait, à des spécialistes, en fait, du domaine pour pouvoir, justement, beh, contribuer à la rédaction, en fait, de ces atlas, donc c'est important, enfin, en tout cas, c'est des documents, en fait, que je trouve, sur lesquels on met du soin, en fait. On a un webzine aussi qui s'appelle Repères, qui permet, de mieux comprendre. On essaie de vulgariser, certaines, informations pour, comprendre le monde de l'information géographique. Donc, on a, des infographies qui ont été réalisées sur, les 30 cartes, par exemple, qui racontent l'histoire de la cartographie, dans laquelle vous allez retrouver, en fait, certaines cartes dont je vous ai parlé. Un article sur la cartographie, par exemple, au fil du temps aussi, qui a été écrite par, les cartographes, en fait, et ceux qui gèrent, les cartes à l'IGN. Après, en matière de livres, la bible absolue, je pense, si on avait un seul à conseiller, ça serait celui-là, c'est celui de Jean-Luc Arnaud, La carte de France, qui s'appelle Histoire et technique, qui est, édité, aux éditions Parenthèses. Et ça, Jean-Luc, Arnaud a passé beaucoup de temps, en fait, à la cartothèque,
avec les cartographes en fait à éplucher les différentes cartes qui étaient, à parler, à discuter. Et du coup, il représente ça effectivement dans son livre et c'est très bien documenté et je trouve que c'est plutôt pas mal. En ce moment-là, je lis Comment faire mentir les cartes de Marc Momonier, qui est plutôt pas mal aussi, qui donne pas mal d'exemples en fait nord-américains sur la façon dont on peut justement manipuler une information et représenter en fait des choses sur les cartes et en fonction de comment on veut les représenter, comment il faut faire. Donc c'est plutôt pas mal. Après, il y a Pourquoi le Nord est-il en haut aussi, ça c'est l'histoire, c'est un ouvrage qui raconte l'histoire des conventions cartographiques. Ensuite, il y a un essai alors que j'ai trouvé super, que je vous conseille vraiment, c'est très court. C'est la chronique prospective d'Isabelle Barrault-Serfati, en fait, qui s'appelle Cartographie Google Maps et après. Elle n'est pas spécialiste de la cartographie, mais elle identifie bien les tendances au renfermement de la carte, qui fait que maintenant, en fait, la carte, elle n'invite plus à découvrir le monde, mais plutôt à favoriser l'entre-soi. Et là, justement, quand on parlait des cartes, des nouvelles générations de cartes en fait, qui sont produites sur lesquelles en fait, on peut manipuler l'information, typiquement, une carte à l'heure actuelle, celle par exemple que je vais regarder, qui sont proposées par les gens américains, celle que je vais regarder, ça ne sera pas la même que celle que toi tu regardes, parce qu'on n'a pas fait les mêmes choses le week-end dernier, parce qu'on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, parce qu'on n'a pas cherché les mêmes choses juste avant. Donc du coup, la carte, elle évolue en fait en fonction de ce que tu regardes. Et ça, c'est juste, elle donne un exemple aussi que je trouve intéressant et qui revient en fait à ce que je t'expliquais sur la Chine en fait au tout début sur le fait que c'est la cartographie entre l'Inde, la Chine et le Pakistan, en fonction de où tu te trouves et dans quel pays tu te trouves, la limite du pays en fait sera différente en fonction de l'un où l'internaute en fait se situe. Et donc voilà, c'est des exemples comme ça qu'elle montre l'évolution de la cartographie. Je trouve ça assez sympa. Et dans les anciennes interventions, il y a un podcast audio en fait qui s'appelle On faisait comment avant, que j'ai trouvé pas mal et qui avec ils ont invité le patron Bernard Bèze en avril 2024, qui est, je dis patron parce que c'est l'ancien chef de la cartothèque. Il a une connaissance, un passionné, il a une connaissance absolue de l'histoire des cartes dont il nous fait toujours profiter, même si maintenant il est à la retraite. Et donc, du coup, c'est toujours intéressant de l'entendre raconter justement aussi l'histoire de la cartographie française. Et un petit documentaire maison qui est dans son jus, qui date sur les années 50, où on voit bien justement la base de Villefranche-sur-Cher, qui dure environ 1 heure, mais qui voilà, montre à l'époque les brigades, la façon dont on allait faire justement le nivellement, montagne et tout ça. Et c'est rigolo. Eh ben, ça fait pas mal de suggestions, pour creuser le sujet. On vous mettra tout ça, bien évidemment, dans la description, hein, de cette rediff de l'émission. Comme ça, au moins, vous aurez tout à disposition et on peut remercier, le camarade Louis, d'ailleurs, qui, s'occupe de tout ça. Juste pour revenir un petit peu sur les cartes, qui peuvent donner une fausse image ou en tout cas une image, très subjective, parfois biaisée, de ces représentations. On avait parlé au tout début de l'émission de Mercator, qui est, peut-être, la projection la plus utilisée ou celle qu'on connaît le plus aujourd'hui. C'est la map monde, hein, qui est Ouais. utilisée même, à l'école, voilà. Il y a un problème avec cette représentation. Ah oui, oui, elle est conçue effectivement pour les pays industrialisés, où on représente effectivement, je dirais le monde avec un certain regard. Et c'est, ce que je dis souvent en fait, c'est que la carte, elle donne une impression, d'une forme d'objectivité, dans le sens où elle représente, un territoire à un moment donné, mais en vrai, elle résulte toujours en fait d'un choix de représentation qu'a fait, un cartographe ou, justement, une projection et donc, par construction, elle est vraiment subjective. Là, on montre en fait justement tous les pays industrialisés au centre et tout ça. On voit qu'on a des déformations. L'Afrique est beaucoup plus petite en fait que ce qu'elle est en réalité. Le Groenland est énorme alors qu'en fait c'est beaucoup plus petit. Donc effectivement, c'est toujours en fait l'art de représenter une surface ronde sur du papier. Ben, on a forcément des déformations qui vont se faire. Et là, on a des déformations en fait qui sont au niveau des pôles, ce qui fait qu'il y a des territoires qui sont représentés, même la Russie, qui est beaucoup plus grande en fait que ce qu'elle n'est en réalité. Et donc du coup, c'est développé ces dernières années des différents types de cartographie qui permettent de remettre aussi les choses à leur place et de montrer en fait que bah, l'Afrique, elle fait pas la taille en fait du Groenland par exemple, et qui a voilà le continent nord-américain aussi beaucoup plus grand en fait que ce qui
né en réalité et donc pour, essayer de remettre en tête, les échelles. Mais il faut toujours vraiment avoir en tête que, un cartographe en fait, et une carte, heu, nous influencent dans la façon de représenter quelque chose. Si on veut représenter effectivement la suprématie d'un pays, son importance en fait par rapport aux autres, le fait qu'il est, on a tout un tas de techniques cartographiques qui permettent de le faire, ouais. Et du coup, j'en profite, pour, vous caler à tous ma propre recommandation si vous aimez, les cartes et l'histoire et décrypter cet usage des cartes. Bien évidemment, vous pouvez retrouver la meilleure émission là-dessus, hein, c'est Le Dessous des cartes, présenté par Émilie Aubry, sur Arte. Il y a, beaucoup d'épisodes, ils font aussi des bouquins à côté. C'est absolument passionnant, donc n'hésitez pas à aller, Et ouais, voir c'est un véritable scandale que j'ai oublié de le citer, je tiens à le dire. Ouais, Bah, scandaleux. voilà, en tout cas, j'en profite parce que c'est vrai que c'est pour moi, c'est une évidence, tellement c'est trop bien, voilà. Ouais, non, non, on est bien d'accord. Alors du coup, les toi, quelles vont être tes prochaines actus, à l'IGN et quelles seront les prochaines actus de l'IGN? Écoute, moi, mes prochaines actus, je travaille, à l'heure actuelle, sur une nouvelle offre de base de données qui s'appelle la BD France, qui va regrouper, toute l'offre de bases de données vecteurs, en fait, de l'IGN pour essayer de encore plus faciliter justement l'accès à l'information. On produit beaucoup de bases de données, en fait, à l'IGN, mais c'est quand même compliqué, en fait, de les utiliser. C'est très, très riche, mais il faut quand même, avoir on est dans un monde de sachants. Donc, là, ce travail-là, en ce moment, en tout cas, qui m'occupe beaucoup, ce truc-là. On a aussi, j'en ai parlé un petit peu, mais, on se repositionne au niveau de l'offre de cartographie papier. On était, très axé en fait, sur le routier et là, on est en train de se repositionner sur le touristique et on a les régionales, en fait, touristiques qui sortent l'année prochaine. Donc là, on en est à l'étape justement où, on nous sort, en fait, justement des exemples de cartos et on est en train de voir, bah, les pictogrammes. Maintenant, il faut plutôt les grossir. C'est, l'étape, en fait, qu'on aime bien là, en ce moment. Donc, on a mis en place un partenariat aussi avec la région Nouvelle-Aquitaine, justement pour produire un partenariat, en fait, des cartes. Donc, ça en ce moment, ça nous occupe, enfin, en tout cas moi, ça m'occupe pas Oui mal. et puis c'est toujours utile, on le rappelle, hein, d'avoir une carte papier dans sa bagnole, parce que, moi je sais pas vous, mais en ce moment, moi le réseau, c'est pas toujours ça Ouais, non, mais et c'est on en parlait la dernière fois, en ce moment, c'est compliqué. ouais, ouais, carrément. Donc voilà et après, côté, actu, il y a des choses aussi qui nous impactent et enfin, au niveau des actus de l'hygiène, mais qui, moi, m'impactent aussi pas particulièrement. Il y en a 2 grosses. La première, c'est, la sortie aussi de cartes.gouv.fr, dans sa version bêta, qui va succéder à terme au géoportail. C'est quelque chose dont, en fait, dont on parle beaucoup, et qui enfin, là, va se voir. Donc, ça, c'est une chose importante parce que là, pour l'instant, on diffuse tout ce qui est base de données en fait sur geoservice.ngn.fr. Demain, ça sera sur carte.ngn.fr. Donc, voilà, ça c'est un gros sujet aussi à l'heure actuelle. Et on a aussi lancé un appel à commun au salon Vivatech pour la conception du jumeau numérique de la France et des territoires. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure en disant que c'était peut-être ça aussi la prochaine génération en fait de cartes numériques. Donc, il dure, jusqu'au 30 septembre 2024. Il est destiné, aux collectivités, aux administrations, aux entreprises, aux associations, qui veulent, s'associer au projet, afin, de passer, pouvoir passer à l'échelle, en fait, des solutions. En gros, le jumeau numérique du territoire, c'est un ensemble d'outils de simulation, je l'ai un peu dit, mais permet, qui repose en fait sur un socle de visualisation, de données et de services partagés. Et c'est vraiment le LIDAR en fait qui nous permet d'envisager en fait, de développer des fonctionnalités pareilles pour donner des choses à représenter, à manipuler. Et donc en gros, ce jumeau numérique, on aura des données en fait à l'intérieur, notamment une maquette 3D sur laquelle on peut mettre des choses, des services de visualisation et surtout de simulation. Et c'est peut-être ça en fait la nouveauté. On peut faire des approches plus thématique et systémique en fait de certains phénomènes comme de la propagation d'incendies. Et du moment que tu as l'essence des arbres, que tu as la nature du sol, que tu sais les conditions climatiques qui sont derrière, la forme du bassin versant, et du coup, en fait, avec des modèles de simulation et un bon modèle 3D, tu peux effectivement bah, en déduire tout un tas de phénomènes et d'essayer de prévoir et de prédire en fait leur évolution. Donc ça effectivement, c'est un gros sujet aussi, pour lequel,
On a beaucoup de travail en ce moment. Pas le temps de s'ennuyer, pas le temps de niaiser chez Non, IZN. dès qu'on a fini quelque chose, effectivement, il y a un truc nouveau qui arrive. Bon, bah, c'est cool en tout cas de voir que, voilà, on a une cartographie qui se porte, bien et qui est en pleine évolution et qui a plein de défis et d'enjeux pour les années qui viennent. On va conclure quand même sur un petit témoignage, hein, de d'Olivia qui nous dit, dans le chat: «Moi, je suis revenu de vacances hier, pour une traversée de la France d'est en ouest et l'atlas routier était sur nos genoux pour pas prendre l'autoroute». Ah bah, ouais. Non, mais Voilà. c'est vrai de pouvoir choisir en fait son trajet. C'est vrai que nous sur le calcul d'itinéraire qu'on a dans l'appli, en fait, on c'est factuel. En gros, c'est la route, c'est là et vous la suivez. On fait pas de recommandations en fait comme, d'autres, pourraient le faire pour, éviter, des endroits en fait d'embouteillage ou ce genre de choses. On laisse vraiment en fait l'utilisateur garder le contrôle sur la carte qu'il voit en fait. C'est pas notre question, en fait, justement, ces suggestions, on s'applique à représenter le territoire le plus fidèlement possible et pour que vous puissiez l'utiliser comme vous voulez, quoi. Et tu peux mettre un système de points ou pas sur l'application, style je veux passer par là, clac, clac, clac et ça te fait un itinéraire? Ouais, Ouais. tu peux, tracer 2 points, en fait et entre ces 2 points, il te met, en fait, le chemin, qui passe, qui, a l'air d'être le plus court. Mais en gros, si, tu peux mettre différents points, tu verras, ça prend des formes et si tu lui fais passer par d'autres endroits, il va te faire passer par les différents endroits. C'est toi qui choisis. Bon, eh bah, écoutez, c'est top. En tout cas, hésitez pas à aller découvrir cette, application disponible sur iOS et sur Android. Carte IGN, c'est plutôt facile, du coup, à trouver et vous m'en direz des nouvelles, eh bien, dans les commentaires des rediffusions, que ça soit, en podcast ou sur Nota Bonus. Marie, merci beaucoup pour, ton temps, pour ces 2 heures sur, l'hygiène et les cartes. C'était passionnant. Bah, merci à toi. J'espère, que ça vous a plu. Oui, on a eu beaucoup de passionnés dans le chat et beaucoup de questions donc que j'ai pu te faire On remonter. attend d'y répondre. Ouais, donc c'est vraiment super chouette, quoi. Merci, merci encore.